C'est une des expériences les plus frustrantes que j'ai vues au cinéma de ces dernières années, quoi. Je trouve qu'il y a 1 heure incroyable et 1 heure vraiment claquée au sol. Il y a une espèce de volonté de faire presque un GTA par moment avec des espèces de voitures turbo-colorées. Tu peux pas t'empêcher de regarder le film et quand même te dire qu'est-ce que ça peut être bête les mecs parfois. Moi je note juste qu'on a passé un cap, on va vraiment chercher les vues et les clics. À la différence de plein de Marvel, ça se passe dans 2 décors. Et... Où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Est-ce que Star Wars, ça a déjà été bien ? Aujourd'hui, on ose les sujets qui fâchent. À l'occasion de la 2e saison de la série Andor, on débattra en focus de la plus culte des franchises, celle qui nous fait voyager dans une galaxie far far away. Tels les Jedi et les Sith de la force critique française, nos chroniqueurs croiseront leur sabre laser autour de 3 thrillers. Little Jaffna de Laurence Valin, avec un policier qui s'infiltre dans un groupe criminel au cœur de la communauté tamoule parisienne. Le clan des bêtes de Christopher Andrews, un berger irlandais, des moutons attaqués, une guerre qui couve avec la ferme d'à côté. Et Bullet Train Explosion de Shinji Higuchi, remake du film culte de 75, où une bombe placée dans un train à grande vitesse qui traverse le Japon explosera si le train descend en dessous de 100 km/h. Un programme sous haute tension donc pour cet épisode qui se terminera avec une carte blanche, la mienne cette semaine, consacrée à Code Lyoko, le dessin animé chéri de mon enfance qui reste encore aujourd'hui un ovni dans le paysage audiovisuel français. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et bonjour à tout le monde, bonjour à Romane, Valentin, Laurent, Félix et Yuri. On va commencer peut-être par rappeler que la semaine prochaine, on sera en public ici à l'entrepôt à partir de 20h pour une émission consacrée où le focus sera consacré à Cronenberg. La séance sera suivie de la projection de Crash. Et évidemment, autour du focus de Cronenberg, on parlera de son dernier film, Les Linceuls, qu'on avait pour certains découvert à Cannes et qui vient de sortir cette semaine en salle. Est-ce que tu peux nous donner une date exacte du tournage ? De l'enregistrement, tu veux dire. De l'enregistrement, c'est le 7 mai, le mercredi 7 mai. Tu fais bien de me le rappeler parce que les gens nous écoutent le jeudi. Le jeudi ou plus tard même. Ou plus tard. Et vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places soit sur le site de l'entrepôt, soit on vous mettra le lien en description de l'épisode ou sur nos divers réseaux sociaux. Vous pouvez déjà prendre vos places. Et si vous avez une carte UGC illimitée ou Gaumont illimité, je ne sais pas comment s'appelle la carte Gaumont, en tout cas une des 2 cartes des grands circuits d'exploitants de cinéma, vous pouvez venir 1 heure avant et l'utiliser sur place, ça rentre dedans. Et même pas venir après, juste passer la carte, ça marche. Mais il paraît qu'il y a des gens qui perdent leur travail à cause de ça, donc on va pas faire ça. Mais non, attendez, on vous attend et j'espère qu'il y aura des jeux cette fois-ci comme à chaque fois pour vous faire participer. Ça reste la surprise pour le moment. Ça reste, attends, c'est toujours un happening. Émile va sûrement prévoir un jeu, donc on est très contents. J'espère. Bon, on va commencer par le courrier des auditeurs. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, Dudley ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et alors déjà, merci de toutes les réactions que vous avez eues autour de la carte blanche d'Imen la semaine dernière qui était consacrée à Jeune et Jolie et... J'ai un trou d'un coup. Comment c'était ? La belle personne, merci. Non. La Jeune et Jolie de François Ozon et La belle personne de Christophe Honoré. J'avais un trou d'un coup sur le titre du film et la représentation de la sexualité adolescente dans ces 2 films. Et on a reçu quelques messages qu'on aimerait lire. Le premier qui de nouveau était une réaction sur Zion dont on avait parlé il y a 2 semaines maintenant et qui nous dit, on parlait donc du fait qu'il y a un bateau de croisière qui apparaît derrière les immeubles et qui est plus haut que les immeubles. On se demandait comment ce plan avait été fait. On pensait que c'était un trucage. Et Cédric Emmanuel 6760 nous répond: non, pour la scène de Zion où l'on voit le bateau de croisière entre 2 immeubles délabrés, il n'y a pas d'effets spéciaux. Cette prise de vue a été réalisée dans une des artères principales de la ville de Pointe-à-Pitre et j'ai toujours été choquée de voir en live ce contraste entre la croisière s'amuse et l'état de délabrement de la ville. Merci à Nelson Foy d'avoir eu l'intelligence de le dénoncer dans son film. Et l'autre message que j'aimerais vous lire, c'est une réaction de Slash Art. De Pauline. Oui, de Pauline, qui s'appelle Slash Art sur son compte. Qui a juste, s'est trompée de compte, je pense. Mais c'est Pauline. C'est Pauline. Eh bien, bonjour Pauline. Mais non, mais je sais que c'est Pauline, mais excuse-moi, le compte s'appelle Slash Art. Donc en fait, maintenant, on fait juste lire le courrier des lecteurs de nos potes, en fait. Écoute, du coup, c'est effectivement... l'autre personne, tu la connais ? Non. Oui, voilà. Mais bon. Mais de temps en temps, il y a des réactions de gens qu'on connaît. C'est vrai. Et ça, c'est bien. Et qui nous dit: bonjour la perche, c'est encore moi qui vous écris. J'étais très inspirée, d'ailleurs inspirée et pas EE. Du coup, Pauline, attention à ton orthographe, par votre focus métier sur la prostitution et voudrais vous donner un challenge focus film production qui parle de la fonction publique et qui ne soit pas
en majuscule sur les flics. Car, fun fact, la fonction publique emploie un salarié sur 5 en France et est cruellement sous-représentée. Elle emploie à peu près le même nombre d'agents aux USA pour 3 fois plus de personnes. Et pourtant, il y a eu Parks and Recreation, The White House, Abbott Elementary. Pourtant, c'est un cadre hautement cinématographique. Les parcs publics et les forêts, les plages, les égouts, les écoles, collèges, la voirie, les trains, les métros, les services funéraires et même les remontées mécaniques. La fonction publique est partout dans notre quotidien. Mais où est-elle sur nos écrans ? Dans les municipaux, le Chevalier du Fiel. Hein. Ah Et oui, c'est vrai. Il y a combien de films ? Je crois 2 ou 3. Je crois qu'il y en a 2, ouais. Donc voilà, hein, je suis d'accord, c'est pas très... Bon, voilà. Il y a la fonction publique hospitalière quand même. La fonction publique hospitalière. L'école aussi un peu. Représentée, l'école un L'école un petit petit peu. Mais qui est quand même toujours un peu toujours représenté sous l'angle de oh là là, c'est difficile. Oui. Qui est jamais vraiment représenté sous l'angle. Bienvenue chez les ch'tis, il est pas Si postier, si en et effet. donc en fait la poste. À l'époque, c'était encore un Ils n'ont rien à déclarer, c'est la douane. Ils n'ont rien à déclarer, c'est la douane. Donc on a quelques petits trucs. On a un petit corpus pour pouvoir faire un Mais je suis d'accord, focus. c'est pas hyper, c'est pas forcément des trucs exceptionnels. C'est pas forcément des trucs qu'on a beaucoup vus. On n'a pas Et Parks voilà. and Rec ou. On n'a pas Parks and Rec qui Non. est culte, tu vois. Mais merci à Pauline du coup de nous écouter, de nous écrire et puis continuer de réagir sur les différentes plateformes. On aime beaucoup vous lire et vous répondre. Et Yuri, tu vas nous parler du box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces 4 Est-ce qu'il y a du changement en haut de ce box-office ? Pas trop, il y a quand même beaucoup de nouveautés. La plus grosse nouveauté étant la ressortie de Star Wars épisode 3, le revanche des Sith, qui arrive en 4e position avec de une ce très belle box-office, affiche. avec une très très belle affiche, qui fait 150 000 entrées pour 465 copies. Voilà, donc finalement 20 ans plus tard, la prélogie de Star Wars continue de faire recette. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va en parler tout à l'heure. Ah, la fenêtre est ouverte. On va en parler tout à l'heure pendant notre focus, mais on est assez c'est assez intéressant de voir que c'est concomitant aussi avec la sortie de Andor saison 2 et donc c'est pour ça qu'on a aussi décidé de vous parler de Star Wars. En première position, toujours Minecraft, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est Sinners. Non mais c'est Sinners qui arrive en deuxième place du podium, qui fait 237 000 entrées, donc qui perd 30% de sa fréquentation, ce qui dans un cas français sur un gros film comme ça est assez classique. On perd à peu près 30% de fréquentation de semaine en semaine. Là où c'est assez exceptionnel, c'est qu'aux États-Unis, il a perdu à peine 6% de fréquentation entre sa première et sa deuxième semaine d'exploitation. Je crois que c'est presque du jamais vu dans le cas du cinéma américain. D'autant plus qu'il s'agit d'un film non IP, donc non franchisé, qui soit un film original, a fortiori un peu de genre avec des vampires et compagnie. Donc il y a un phénomène qui visiblement semble se dessiner autour de ce film, et là où c'est très intéressant, c'est de voir la réaction un peu de l'industrie, notamment à travers ces journaux comme Variety ou Hollywood Reporter, être assez sceptique quant à ce succès, alors que c'est fondamentalement un succès. Parce que Ryan Coogler a dealé quelque chose avec Warner, c'est que dans 20 ans, il va récupérer tous les droits sur Sinners. Ce qui est, je crois, aussi presque du jamais vu. Je crois que Tarantino l'a fait pour Once Upon a Time in Hollywood. Mais dans 20 ans, alors que d'habitude, les studios gardent les droits sur les IP, les franchises, justement parce que, mettons que le film soit un succès, on peut en faire des séries, des spin-offs et des machins et des trucs. Là, ils ne pourront pas, ou alors ils devront le faire avec l'aval tout à fait concret de Ryan Coogler, ou alors Ryan Coogler devra le faire lui-même. Donc c'est un cas de figure qui est très intéressant, où non seulement c'est un film entre guillemets indépendant, même s'il n'est pas vraiment indépendant, mais en tout cas un film original de studio qui cartonne, et qui en plus pratique une politique de l'auteur qui est assez inhabituelle, et qui du coup pour les États-Unis, mais on parle évidemment du cadre américain. Donc voilà, je voulais un peu faire un topo là-dessus parce que ça ressort pas mal, et je trouve que en tout cas c'est un cas de figure intéressant même pour la suite de ce genre de film, comment ça peut encore se développer, parce que peut-être que le succès de ce film se fera au détriment du développement d'autres, si ça donne des idées à d'autres réalisateurs de peut-être vouloir les mêmes conditions. Voilà, j'ai fait un long monologue là-dessus, mais ça me paraissait intéressant comme petit point, box-office. Et il me semble que tu as une petite news à nous donner, un plot twist. Absolument, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité qui hantait nos adolescences avant chaque DVD. Vous ne voleriez pas une voiture, vous ne voleriez pas je ne sais plus quoi, mais vous voleriez un film. Eh bien... Les producteurs de cette publicité sont aujourd'hui dans la mouise, car ils n'ont peut-être pas volé une voiture, ils n'ont peut-être pas volé un film,
mais ils ont volé la typo qui leur a servi à réaliser cette pub. Escroc! Ils ont piraté la typo et voilà, c'est un petit coup du sort ironique qui, moi, j'avoue, m'a fait rire pendant 10 minutes tout seul dans le métro. Donc, je souhaitais partager cette info quand même. C'est fou que ça sorte que maintenant, je trouve ça dingue. Mais peut-être que juste, en fait, ça a quelques années que c'est ressorti récemment. J'avoue que je suis pas allé diguer non plus la chronologie exacte. Le fait est que ça reste marrant. Et que ça nous a tous remis, je pense, l'espèce de musique absolument atroce dans la tête. Et non, ne la chante pas. Le premier film dont on parle ce soir, c'est Little Jaffna de Laurence Vallin, un film français. நீ 4 வயசுல பிரான்ஸுக்கு வந்த இது ஒரு நல்ல கதையா இருக்க அது எப்படி எனக்கு தெரியாம போச்சு நம்மெல்லாம் ஒரு குடும்பம் நம்ம எல்லாரும் ஒத்துமையா இருக்கணும் இதுதான் போலீஸ் வேலை On est dans le quartier de Little Jaffna à Paris, qui est le cœur d'une communauté tamoule. Et un jeune policier est chargé d'infiltrer un groupe criminel connu pour l'extorsion et le blanchiment d'argent au profit de rebelles séparatistes au Sri Lanka. Mais à mesure que ce policier s'enfonce au cœur de l'organisation, sa loyauté est mise à l'épreuve dans une poursuite implacable contre l'un des gangs les plus puissants qui se cache à Paris, Valentin. Oui, tout à fait. Et c'est un peu un film... C'est un film d'infiltration. Oui, c'est ça un peu précisément l'intérêt quand même du truc. Enfin, en tout cas, au visionnage, on se rend compte qu'en fait, c'est un peu le cas, mais pas vraiment, dans le sens où moi, je m'attendais effectivement à un truc un peu entre Les Infiltrés et The Raid à l'autre bout du spectre, en mode avec moult bagarres. Et en fait, de bagarres, il n'y en aura quand même que très peu. Alors, il y a quelques scènes qui fonctionnent bien, mais c'est pas... Il y a quelques vraies bonnes scènes de bagarre, quand même. Ouais, il y a quelques vraies bonnes scènes, mais c'est pas l'argument principal. Pas assez pour Valentin. C'est pas que c'est pas assez, c'est que du coup c'est pas ça. Mais c'est pas un reproche complètement dans ma bouche, dans le sens où moi j'ai plutôt passé un bon moment. Je trouve que le film est plutôt réussi, mais réussi pour des aspects que j'avais pas trop vu venir. C'est-à-dire que je trouve que son côté, il essaie de un peu de tisser cette espèce de quête d'identité un peu entre France et Sri Lanka. Ça marche pas de ouf, mais surtout il essaie d'immerger vraiment dans un quartier. C'est-à-dire que le film s'appelle Little Jaffna et c'est vraiment une immersion dans ces 3 rues et demie de la Porte de la Chapelle à Paris, où il y a une communauté tamoule, et donc du coup on circule vraiment régulièrement dans les différents points importants de cette communauté, et on se sent vraiment immergé dans un groupe qui a une identité, qui a une histoire politique, etc. Et je trouve que sur ce point-là, sur cette question-là, le film est assez nerveux et assez réussi, avec des vrais moments, je trouve, de bravoure visuellement, où il en met un peu partout. Il y a des ralentis, il y a des grands mouvements de caméra, il y a des trucs qui quand même sont un peu chiadés, et il y va un peu dans le côté lyrique de la chose. Du coup, il raconte une histoire qui est un peu plus fragile que celle que je m'attendais à voir, même si je m'attendais probablement à voir une bourrinade, et que c'était j'y suis peut-être allé avec un petit peu des présupposés. Ah, c'est ce que vend la bande-annonce. Voilà, la bande-annonce du film te vend quand même, en effet, Gangs of New York, mais version tamoul à la chapelle, et t'es un peu déçu parce que c'est pas ce que tu vois. Ouais. Moi, de déception, encore une fois, pas tellement. Non, mais en fait, c'est juste pour replacer que si vous vous attendez à voir ça, vous n'allez pas voir ça. Oui. Donc, appréciez le film, non pas pour les attentes que vous avez tues sur la base de la bande-annonce. Voilà. Mais donc, bonne surprise ou déception pour toi, Félix, Little Jaffna? J'ai pas été très surpris parce que moi j'ai vu le court-métrage qui date de 2017 et qui était déjà un peu comme ça, et justement pas beaucoup de baston, assez calme, assez posé. Je trouvais que le court-métrage pâtissait justement du manque d'approfondissement de cette communauté. On sentait qu'il survolait un petit peu les choses, et que même son personnage était beaucoup plus on va dire attendu, un peu une espèce de personnage mythique machin. Et du coup j'étais surpris de voir le traitement justement qu'il lui accorde, en tout cas au début du film, parce que il parle beaucoup plus. Alors ça reste un peu le mec mythique, fictif, voilà, mais je le trouve très sympathique, et je trouve que très rapidement lui, comme on le met en immersion justement dans ce quartier, c'est un super relais pour le spectateur pour justement plonger dans cette communauté. Je trouve qu'il y a un vrai sens des situations aussi. Il y a des moments, notamment il y a des espèces d'attentats ou des explosions en tout cas qui se passent justement au Sri Lanka, et on est dans une espèce de téléphonie mobile, enfin je sais pas, une espèce de comment on peut appeler ça, une sorte de bar de quartier / taxiphone / point de rendez-vous en fait. Exactement, genre d'endroit où moi personnellement évidemment je ne rentre jamais parce que j'ai pas de famille au Sri Lanka, et d'un coup on a des grands plans séquences, on va rentrer à l'intérieur, voir tous ces gens en panique essayer de joindre leur famille. Enfin, il y a vraiment des séquences qui fonctionnent, qui sont très immersives. Malheureusement, je trouve que le film se perd un petit peu dans sa deuxième partie, parce que très rapidement le concept de base d'immersion et d'infiltration, en fait, parce qu'à la base on te le pose quand même comme un flic infiltré, il disparaît complètement, parce que je pense que le réalisateur a envie aussi de s'intéresser à à toute une galerie de personnages qui sont autour du héros, qui sont super cool, hein. Moi je trouve que déjà les acteurs sont extraordinaires, ils ont des gueules, ils ont des
je sais pas, déjà, enfin, toute leur tenue, leur teinture, leur machin, il y a vraiment quelque chose qui est super là-dedans. Et puis, je trouve le film quand même relativement bien écrit en termes justement de création, de conception de personnages. Mais du coup, le problème, c'est qu'on perd le personnage principal, qui était du coup vecteur d'émotion, vecteur d'empathie, vecteur d'immersion. Et moi, c'est un peu à ce moment où je décroche progressivement du film, où justement, effectivement, il y a une petite frustration qui naît parce que on veut voir un petit peu plus de baston et que c'est très, je trouve présent au début, un peu moins vers justement la fin du film. Néanmoins, je trouve que il y a quand même une volonté de représenter quelque chose que j'avais pas complètement vu moi personnellement au cinéma et encore plus dans le cinéma français. Je trouve que il y a une philosophie, notamment dans cette, enfin tu t'en parlais Valentin, dans cette volonté d'aller chercher et piocher dans le cinéma sri-lankais, hindou, indien, des ralentis, des machins qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, et en même temps de le confronter à une forme de brutalité d'un cinéma social français, voilà, un peu dur, d'aller chercher aussi une représentation de Paris qui est quand même crade, et pareil, c'est quand même très rare de voir ça. Enfin, tout ça est quand même très stimulant, de mettre ça sur du rap, enfin, je sais pas, il y a une espèce de volonté de faire presque un GTA par moment avec des espèces de voitures turbo-colorées qui sont super cool, que j'ai bien aimé, et je trouve que c'est une super direction du coup, même si le film est pas complètement abouti, j'ai envie d'encourager les gens à le voir. Et en plus avec cette forteresse aussi qui est super bien caractérisée, c'est très bien fait. Là pour le coup ça rappelle The Raid, ça rappelle ce genre de film. Ouais. Et il y a une vraie volonté de filmer l'espace qui est super rare dans le cinéma français, et donc même si on est en caméra à épaule, et ben là on va quand même justement découvrir des endroits qui sont dingues et cachés en plus dans Paris, donc vraiment ça c'est fascinant. Laurent, je te vois un peu faire la gueule. J'ai l'impression que tu vas être moins enthousiaste que tes camarades. C'est une des expériences les plus frustrantes que j'ai vues au cinéma de ces dernières années, quoi. C'est-à-dire que je trouve que, je suis d'accord avec vous, il y a des trucs qui sont hyper réussis, vraiment. Tout ce qui est casting, tout ce qui est personnage, tout ce qui est les acteurs, la musique, la DA, le choix de l'univers, l'histoire qu'il essaie de raconter et tout, en fait, ça va une belle promesse. Ça va du vraiment brillant, en fait, à du vraiment bien. C'est-à-dire que même la réal, qui est, pour un premier film, c'est franchement assez remarquable. Il n'y a pas beaucoup de premiers films français qui se permettent des trucs. Enfin, vraiment, genre, tout le film transpire la volonté de faire quelque chose de bien. Le scénario est pour moi complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui fonctionne. Même le développement des personnages que mentionnait Félix, ou celui de la communauté que le problème du développement. Valentin. Bah voilà, c'est-à-dire que, et oui, pour moi c'est des tentatives mais c'est jamais abouti. C'est-à-dire qu'à chaque fois on te lance des lignes narratives qui tombent un peu en eau de boudin avec des personnages où en fait il y en a 3 fois trop et donc du coup il y a des redites, il y a des trucs qui marchent. Enfin, en fait, j'ai un peu l'impression qu'il y a presque pas le b.a.-ba du début d'un taf de scénariste normal dedans, et il y avait vraiment des moments où j'étais épuisé, quoi, à me dire mais merde, ça dure 1h30, je m'emmerde alors que tout ce que je vois à l'écran est vraiment cool. Enfin, il y a une espèce de dichotomie très étrange, de dissociation bizarre qui fait que je trouve que le film en fait manque d'un truc hyper simple et absolument essentiel. C'est juste d'une intrigue qui tient un peu d'un choix en fait. C'est-à-dire que oui, en fait l'enjeu du personnage principal, même tel que le réalisateur le décrit dans les interviews, il correspond pas à ce que tu vois à l'écran. C'est un peu le principal problème. C'est-à-dire que lui il dit voilà. De sa quête de vengeance. Bah c'est pas vraiment une quête de vengeance. De vengeance, d'infiltration, parce que tout ce qu'il raconte, en tout cas à côté, dans l'intention visiblement de Laurence Vallin, c'est de dire c'est quelqu'un qui va être confronté à un conflit identitaire, de dire bah voilà, je fais partie de la caste des flics de la République, je vais loyauté comme c'est mentionné dans le titre. Je vais infiltrer cette mafia, mais qui en réalité va me rapprocher des origines de mon père pour ensuite finalement les trahir à la fin. C'est un peu le parcours classique, et donc en fait finalement de renouer avec une partie de son identité avec laquelle il était plus ou moins en conflit. Mais ça c'est l'intention. Et en effet, on le voit pas à l'écran. Il n'est caractérisé que par des espèces de moments ultra explicatifs de dialogue. Le film est parfois parasité par des espèces de mini-scènes que je trouve en fait d'un symbolisme un peu ridicule. Tous les moments où il est dans la baignoire et tout. Enfin, il y a quand même des trucs. Il y a des trucs qui sont horribles. C'est 2 secondes. Non, peut-être, mais je veux dire, il y a vraiment des trucs où tu te dis, mais en fait, c'est pas possible d'avoir fait ça. Il y a des erreurs en fait telles que je peux pas accepter qu'il y ait des gens qui aient signé sur ce truc-là. Enfin, ça m'a vraiment gêné pendant tout le long du film. Alors que franchement, visuellement, c'est super. Il y a des moments où je passais des super moments. Il y a des dialogues où je trouve, yes, ça c'est trop bien quand ça se passe comme ça. Il y a des trucs. Bah, le personnage du mafieux en chef, là, Aya. Il est génial. L'acteur est génial. Il y a vraiment des moments. sri-lankais. Mais en fait, il est plus. Enfin, il y a au-delà des scènes un peu de torture qui sont, je trouve, plutôt réussies. Oui, le cricket. Il est plus caractérisé comme une sorte de martyr politique. C'est là un peu la subtilité de la situation, mais complètement. Il est beaucoup plus caractérisé comme un martyr politique, notamment dans la progression qu'il a dans le film, que comme mafieux précisément. Donc il est. En fait, en même temps, il est trouble parce qu'à partir du moment où visiblement la lutte s'essouffle au pays,
il dit quand même à tous les gens qui lui doivent de la thune, non, mais ils vous mentent. Ça continue. Donc ça continue, donc il est quand même ça dans un continue, truc, mais ouais. tu sens qu'il a envie de partir parce que moi, mon hypothèse, c'est qu'il a envie de fuir justement et que du coup, genre, il veut se barrer ailleurs avec de l'argent, mais et qu'il veut les trahir lui aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris du film. Mais toujours est-il que c'est vraiment un échec pour un truc qui est tellement réussi à côté. C'est très bizarre. Ça donne presque envie de développer une série en fait dans cet univers. Mais en fait, l'univers est super. C'est-à-dire qu'il y avait un super film à faire et franchement, il était pas très loin. Et il réussit les trucs les plus durs. Il réussit les trucs vraiment les plus durs, je trouve, moi, dans le film, de réussir à construire cet univers, de réussir à construire des personnages, de réussir à faire de construire des moments qui sont super. C'est incroyable de pas réussir à autant les mettre bout à bout pour que ça fonctionne, quoi. Merde. Et puis juste, en vrai, c'est quand même vraiment rafraîchissant de voir qu'aussi c'est un mec qui vient de là-bas, qui parle de son histoire, qui parle d'une communauté de manière honnête. Il n'y a pas de regard surplombant, il n'y a pas de regard misérabiliste par en dessous. Il n'y a pas d'opportunisme aussi. Il n'y a pas d'opportunisme. C'est vraiment, il n'y a pas d'enjeu d'autre que de représenter un truc de manière sincère et honnête et loyale précisément. Donc je trouve que c'est pour ça déjà c'est assez agréable à voir en fait. Non, si autre dernier défaut quand même, il y a le personnage principal a un vitiligo. Et il y a un très gros problème sur le maquillage parce que vraiment c'est moche. C'est le seul truc je trouve qui fonctionne pas du tout visuellement dans le film. personnage. Enfin, mais en vrai sur l'idée est bonne. Hein. Je trouve que c'est mal exécuté quoi. Ouais. C'est juste, et t'as des moments où tu le regardes comme ça où il y a des gros plans sur lui, tu fais genre. et c'est super dommage. Mais en vrai, j'ai pas envie de cracher sur le film pour ça. Tu vois. T'en viens à cracher sur le maquillage, mais t'as pas envie de cracher sur le film. Ça marche pas. Je trouve un peu il dur. fait juste un point dermato, il dit juste que c'est pas crédible, c'est tout. Le point dermato de Lolo. Non, mais en vrai, enfin bref. En dehors effectivement de ces égarements de maquillage et quelques petits problèmes de structure de scénario, je trouve qu'il y a quand même du travail dans ce film-là et c'est ça qu'il faut souligner. Enfin, le mec, il a pensé sa typo de générique, ça arrive jamais dans le cinéma français. Enfin, vraiment, c'est super chouette. Je trouve qu'il y a quand même une volonté. Et est-ce qu'il l'a volé? Ça, j'en sais rien. Peut-être non, qu'on mais l'apprendra dans 20 ans. En effet, il y a quand même, comme je veux rebondir là-dessus, parce que moi, c'est le principal axe critique qui en même temps écrase un peu les autres. C'est que tu te dis, ok, en fait, oui, t'as envie de voir ce film, t'as envie qu'il existe, et en fait, t'es content qu'il existe, et juste, tu te dis que, bah, super, en effet, de montrer cette communauté, et à la fois de s'inspirer de tout un tas de cinéma qui sont pas, en effet, pas beaucoup cités dans le cinéma français. Oui, c'est ça, parce que moi je dis, c'est pas un truc de j'aspire à ce que ce soit représenté, donc je suis content que ce soit là. C'est vraiment d'un point de vue genre j'étais content pendant le visionnage, de dire je découvre quelque chose. C'est vraiment. C'est qu'en fait, voilà, il dit et que lui-même dit, il a maté des actionneurs d'Inde du Sud quand il était petit sur VHS, il les fout dedans. C'est fan de films de Hollywood, il le dit lui-même. Et donc en fait, il y a quelque chose de, en effet, très rafraîchissant, mais qui du coup n'est pas forcément suffisant à ce que le film soit une réussite totale. Enfin, je pense que c'est un peu les deux axes sur lesquels on. C'est un peu comme Sinner en vrai, je trouve, sur certains points. Tu vois, l'exécution elle pêche, en même temps les intentions et la volonté culturelle elle est hyper intéressante. C'est pas faux. Bon, c'est pas une réussite totale, mais on encourage quand même vraiment les gens à aller découvrir. Si vous devez donner de l'argent, si vous devez encourager un type de film, allez encourager celui-là, quoi. Moi, j'ai envie de voir plus de films comme ça, mais bien, juste un peu mieux. Peut-être le prochain film de Laurence Valin sera un tout petit peu plus maîtrisé au scénario, mais on vous encourage à aller découvrir ce Little Jaffna. Le film suivant dont on vous parle, qui est aussi un thriller, c'est Le Clan des Bêtes de Christopher Andrews. If you had a chance to leave here, would you? You could go anywhere. Go live somewhere else. Wake up. What's going on? We lost the rams. Jack! Here, what do you know about these rams? Lorsque ces moutons sont attaqués par des inconnus, un berger irlandais part dans un conflit violent avec la ferme voisine. Romane, tu as découvert ce Clan des Bêtes. J'ai découvert, et c'est aussi un premier film en fait de ce que j'ai compris. Donc j'ai découvert ce film. Alors je dirais que c'était un visionnage en 2 temps, c'est-à-dire que j'ai commencé le film les 40 premières minutes en me demandant si j'étais pas complètement stupide tant je ne comprenais rien à ce qui se passait. Parce que tu as du mal à comprendre l'accent irlandais. Mais en fait même pas tant, parce qu'il y a un moment donné il y a des personnages qui parlent quasiment, enfin même complètement notre langue. Enfin en fait ils parlent entre eux. Ils parlent gaélique, ouais. Oui voilà, mais du coup t'as à la fois le côté irlandais classique et après gaélique avec genre la relation entre. Attends, mais le gaélique c'est ta langue? Je suis pas sûre de comprendre. Une autre langue, je pense. Une autre langue. Ouais. Je croyais que c'est une autre langue et j'étais là, mais attends, depuis quand Roman et Valentin sont bilingues en gaélique? J'étais complètement irlandais. On parle tous gaélique mais ici. C'est pour ça qu'on comprend rien. Ouais, c'est ça.
Non, ouais, effectivement, il y a... Et d'ailleurs, l'acteur principal, je m'égare totalement dans cette chronique, mais c'est pas grave. L'acteur principal a appris l'irlandais, en fait, pour le film, puisqu'il est américain à la base. Je disais donc que j'étais stupide pendant la première partie du film parce que je ne comprenais rien, et qu'en fait, le film a une espèce de partie pris, formelle, visuelle, etc., qui explique un petit peu pourquoi est-ce que finalement toute cette première partie on comprend pas grand chose. En fait, c'est on va dire un film avec deux points de vue, et donc il faut attendre une bonne partie quand même du film pour avoir des éléments des clés de compréhension, des éléments de réponse. Moi, je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même un film que je recommande parce que je trouve que c'est un thriller qui est très maîtrisé. Ça m'a fait penser à une sorte de western irlandais. Avec des images assez géniales, avec aussi une tension qui tient vraiment la route. Enfin, il y a des moments où vraiment et aussi parce que justement on n'a pas tous les éléments de réponse tout de suite, et qu'on met du temps à comprendre exactement dans quelle temporalité ça s'est passé, etc. Je trouve que c'est vraiment la tension marche très très bien là-dessus, et c'est quand même ça casse un petit peu, on va dire, le côté classique du thriller, et ça c'est agréable. Maintenant, je veux dire que j'avais déjà vu un film qui avait exactement le même procédé visuel, qui s'appelle Seules les bêtes, qui est du coup film français. Dans ce que tu racontes, ça fait aussi penser à Asbestas un peu. Oui, et j'y ai pensé aussi complètement. Et en vérité, je trouve que du coup, quand on a vu peut-être plus cette espèce de relais de point de vue dans Seules les bêtes, on a moins. Les bêtes, c'est Dominique Moll. Ouais. Et Asbestas, c'est Rodrigo Sorogoyen. Alors on l'a dit tous en même temps, donc on va le redire simplement, Rodrigo Sorogoyen. C'est mieux comme ça. Et donc en effet, là, quand on connaît un peu cette espèce de principe, qu'on l'a déjà vu, cette espèce de relais de point de vue entre les personnages, je trouve que du coup il y a un truc où je suis moins en extase, et donc je pense que je me suis lassée plus vite du procédé, et j'avais moins de patience en fait aussi. Je pense que c'est un film qui vraiment apprend la vertu de la patience, parce que il passe son temps à nous faire des chants, et en nous faisant croire qu'il va nous donner le contre-champ à plein de moments, il nous le donne jamais. Donc en fait il y a un truc où t'attends en permanence dans le film, et c'est un truc qui fonctionne, je trouve, vraiment très très bien la première heure, et puis je trouve que sur les 40 dernières minutes ça m'a frustrée, et que j'avais un truc où voilà, ce procédé formel, visuel fonctionne, mais en fait s'épuise un petit peu tout seul, et malheureusement il a rien dans la narration qui permet en fait de compenser ça, ce qui fait que voilà, je pense qu'il y avait peut-être encore un troisième temps du visionnage où malheureusement j'étais peut-être un peu plus en retrait par rapport à l'histoire. Et alors, juste pour éviter toute confusion, l'acteur principal américain, c'est Christopher Abbott, et il y a aussi Barry Keoghan dans le film, mais qui lui est irlandais. Ouais. Voilà. Valentin, est-ce que tu rejoins cet avis en demi-teinte sur le clan des bêtes? C'est bien, puis c'est moins bien. Oui, totalement. Alors après, je pense que j'ai une réception un poil plus positive que toi, mais je me suis effectivement un petit peu ennuyé sur la fin, un tout petit peu, quoi. C'était pas majeur. Voilà. Toi, t'aimais beaucoup Asbestas. Non, en fait, pour le coup, Asbestas, je trouve que ça a été un peu. C'est toi, Rita, Roman. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a été un tout petit peu mon temps d'épingle, Asbestas pour moi, mais je trouve que c'est un film qui est assez similaire, en effet, avec ce retournement de narration. Même pas à mi-film, en fait, c'est un peu avant, et c'est ça qui fait que ça marche pas, à mon avis. Enfin, en tout cas, que la fin est un peu pénible, un peu plus pénible, c'est qu'il arrive pas à gérer une troisième phase à partir du moment où on a donné les deux points de vue. Ouais. Ce qui promet un peu, c'est de monter en tension, en tout cas une espèce de climax de violence, parce que le film parle essentiellement de masculinité et donc de la violence parmi les hommes, et donc comment tout monte en fait en épingle au fur et à mesure, même s'il essaye de justifier des choses au fur et à mesure du film, c'est quand même très violent, et je pense je pense qu'il sacrifie un peu trop tôt ces différentes cartouches, c'est-à-dire que ça devient très vite trop violent à 60% du film, et en fait le dernier tiers, du coup, en fait on résout un certain nombre de trucs dont on connaît déjà les aboutissements, donc c'est pas très réussi pour ça. Après, je trouve que ce qui est réussi, c'est typiquement la séquence d'ouverture est géniale, avec une caméra quasiment fixe, dont on cache en fait un des personnages qui va être le personnage décisif de cette séquence, et qui met vraiment tout de suite dans l'ambiance de cette violence un peu innée, un peu générationnelle, qui se transmettrait d'une génération à l'autre, et puis je trouve qu'en fait les acteurs sont géniaux, donc ça porte vraiment bien le film. C'est-à-dire que Barry Keoghan fait à peu près ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il est aussi bon que chez André Arnold quand on l'avait vu là, il retrouve cette espèce de veine de mec un peu en perdition, et par ailleurs on est vraiment sincèrement convaincu qu'il a 18 ans, alors que il doit en avoir 35. Il a plus de 30 en tout cas. Ouais, voilà. Et puis surtout, je trouve que Christopher Abbott est quand même un acteur absolument génial qu'on voit jamais. Je sais pas dans quoi il a joué depuis Possessor il y a 6 ans. En fait, j'ai l'impression de jamais le voir, ce gars. Et je trouve que c'est un acteur fantastique. Et que voilà, il est trop rare. Donc rien que pour ça, je trouve que le film vaut
même s'il y a effectivement des ventres mous et que le propos en règle générale n'est pas d'une originalité folle. Ah si, il a fait Wolfman, c'est pour ça que je me disais, je l'avais. Ah oui, c'est ça, je l'avais vu Wolfman, le pauvre. Ouais, il fait pas les bons choix de carrière. Bah oui, voilà. Le Bah il faut voir du C'est vrai que moi aussi je l'aime bien, c'est dommage. Il faut voir le clan des bêtes, d'accord, parce qu'effectivement, mais je trouve qu'il a une physicalité qui est Bah ouais. assez impressionnante. Ouais. Après, ceci dit, dans Wolfman, c'est pas lui le problème, c'est ces espèces de prothèses et tout le reste du scénario. Oui, bien sûr. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose qui va. Pas grand-chose qui va. Ouais, peut-être aussi je trouve que tu parlais de masculinité, c'est vrai que c'est vraiment le truc central et tu peux pas t'empêcher de regarder le film et quand même te dire qu'est-ce que ça peut être bête les mecs parfois, mais surtout parce que aussi je trouve que en fait dans cette dernière partie, et c'est là où moi je trouve que ce propos sur la masculinité en fait tombe un tout petit peu à l'eau, c'est qu'à la fin moi je rigolais presque, c'est-à-dire qu'il se roule dessus dans la boue dans les montagnes irlandaises et puis en fait je me disais et en fait, ça devient Sinners. Ouais, j'ai pas vu le film, mais probablement il y a un truc où... Mountain, c'est oui, moi je pensais plutôt à Brokeback Mountain. Tout d'un coup, en tout cas, ils deviennent un peu bébêtes, alors qu'on te montre ça comme quelque chose de beaucoup plus, effectivement, tu vois, de beaucoup plus systémique et de beaucoup plus inhérent à qui ils sont de base. Et à la fin, tu comprends qu'il y a un peu un truc d'ego mal placé, de violence masculine, où je trouve que ça raconte encore autre chose, en fait, presque. Mais en revanche, je trouve que c'est un film qui a quand même, je sais pas, la force de distiller énormément de thématiques en sous-texte comme ça, avec une histoire qui est assez simple quand même, et qui sont vraiment, je trouve, bien équilibrées. C'est-à-dire c'est jamais trop traité dans le film, ni pas assez développé. J'étais jamais frustrée. Il y a quand même un truc où on nous montre une relation entre un père et son fils qui est très compliquée, avec un père un peu bourreau. Il y a toute une histoire de culpabilité aussi qui passe notamment par cette ouverture et puis qui se distille dans le temps. Et je trouve que tout ça, c'est des petites choses comme ça qui sont, et même un couple aussi, puisqu'il y a un seul personnage féminin quand même dans le film, et donc un couple qui bat de l'aile, on va le dire simplement. En fait, plein de petites thématiques comme ça qui sont réparties dans le film et qui, je trouve, font vraiment aussi un peu le sel du truc et qui font que tu arrives à tenir la longueur du film, parce que ça parle pas juste d'une histoire de vengeance et de mecs qui vont se bastonner. Ça te parle un tout petit peu plus de quotidien et d'émotions un peu plus profondes qui, moi, m'ont vraiment presque plus intéressée, en fait, puisqu'à la fin, sur le propos final de la masculinité, je trouve qu'il s'y perd un tout petit peu. Donc on recommande quand même ce Clan des Bêtes à découvrir au cinéma en ce moment. On va, pour entamer le focus, parler peut-être très rapidement. Est-ce qu'on a une bande-annonce pour... On a une bande-annonce pour... On peut en avoir une. Eh bien alors écoutons la bande-annonce de Andor saison 2. We're in a war. You wanna fight? Or you wanna win? C'est très très étonnant à quel point cette bande-annonce n'a rien à voir avec la série que je regarde. Moi, je suis en sécurité culturelle quand je me sens bien, je me sens chez moi. Andor, c'est donc la saison 2 donc, de cette série Star Wars qui s'intéresse au personnage de Cassian Andor, interprété par Diego Luna, personnage qu'on avait découvert dans Rogue One, et donc c'est la backstory de ce personnage. Je tiens à dire quand même que la saison 1, qui est de 12 épisodes, est tellement dense que quand j'ai commencé la saison 2, j'avais pas eu de recap, j'ai rien compris pendant un épisode et j'ai dû rattraper 10 minutes de recap pour voir où j'en étais. Tu hoches la tête, Laurent ? Je suis d'accord avec toi, c'est un peu hardcore au début. Bah, ça fait 5 ans que le truc est pas... Enfin, 3 ans qu'on n'a pas vu d'épisode. Et surtout que la saison 1, parce que du coup, je me suis tapé le recap, parce que Yuri, tu me dis que t'en as eu un sur Disney+. Moi, le recap, il commence à l'épisode 2 pour me résumer l'épisode 1, mais épisode 1, j'ai pas de recap pour me rappeler la saison, donc j'étais quand même super paumée. On va peut-être pas, c'est peut-être pas la peine de dire exactement où il en est, mais grosso modo, on voit la rébellion se mettre en place à la fois avec beaucoup de personnages, tous un peu explosés aux quatre coins de la galaxie, et on commence à voir comment ils vont un peu fonctionner les uns avec les autres, mais ça reste un peu brinque-ballant. Mais la saison 1, effectivement, était quand même très dense. Avec surtout se renouvelait progressivement avec un truc où ça commençait, il y a une vraie mise en place, après c'est une série de guerre, après c'est une série un peu plus politique, après c'est une série d'évasion. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, on reprend la saison 2 où c'est un peu tout ça à la fois. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que c'est en tout cas, j'ai vu qu'il y a que les 3 premiers épisodes qui sont sortis, je crois. Et aujourd'hui, il y a le 4e qui sort. Non, 4, 5, 6. Ils font par 3. Toutes les semaines, il y a 3 épisodes. Okay. Ouais. Bah écoute, je vais m'y atteler. Il y en a 12 de nouveau ? Je sais pas. Oui, ouais, ok. C'est 4 x 3. Ouais. Donc j'ai vu que les 3 premiers épisodes. Je suis d'accord, en fait, c'est un choix particulier de la manière dont ils ont construit le truc, de faire en sorte que ça se renouvelle, qu'il se passe beaucoup de choses, et que plutôt que d'avoir une espèce de fil rouge vraiment long qui se développe sur toute la saison, on va en avoir plusieurs, et il va y avoir plusieurs petites choses comme ça qui vont être développées sur toute la saison.
ça se discute. Je trouve que ça reste quand même une série très bien faite, que les personnages sont super. En dehors de la débauche d'argent qu'il y a dedans, c'est super beau, c'est super stylé. Bon, voilà. Ah bah moi je trouve pas ça beau. Je trouve que j'ai un truc d'entrée dans l'univers, c'est-à-dire que vraiment j'ai l'impression de voir les maquettes, de voir les trucs pour certains plans. C'est plus beau que les autres séries Star Wars parce qu'il y a quand même un peu moins de LED. C'est plus beau que beaucoup de séries. Juste. Mais oui, non mais certes. Mais oui, mais je trouve pas. Moi, je trouve ça super. Je trouve pas que la qualité de la série soit sa plus-value visuelle. Honnêtement, c'est quand même un plaisir, moi je trouve, de regarder même le côté un peu physique des éléments, de maquettes, des décors. Non, mais oui, je suis sûre. Moi, ça me plaît. Mais bon, et je pense que c'est un choix c'est un choix de réalisation qu'ils ont envie de faire ça comme ça. Après, pour le moment, je trouve que c'est quand même plutôt bien mené, que c'est toujours en fait les choix de montrer le revers de la médaille, en fait, l'arrière du décor, de comment on organise une rébellion et à quel point c'est le bordel et à quel point ça peut être sale et à quel point ça peut être genre pas plein de bons sentiments et ça, je trouve que sur le projet, c'est vraiment intéressant. C'est un truc en fait qui a tendance un peu à manquer à Star Wars, qui est une série volontairement d'ailleurs assez manichéenne, en tout cas à la base, on en reparlera, mais et là je trouve que justement ils arrivent à s'y attaquer, avec pas mal de finesse et la saison 2 est vraiment dans la continuité de la saison 1 pour ça, donc j'avais beaucoup aimé la saison 1, je sens que je vais beaucoup aimer la saison 2. Et là, effectivement, la particularité quand même d'Andor, c'est qu'on est dans une série Star Wars dans laquelle on voit pas les Jedi, on voit pas les Sith, on voit pas Dark Vador. Moi j'aime bien quand il y a des Jedi. Bah, je sais, on voit pas Dark Vador, on voit pas l'Empereur. Potentiellement, on va voir Dark Vador dans celle-ci, il me semble, mais je suis pas sûr. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment du point de vue de personnages lambda, sans pouvoir, et aussi bien la rébellion, mais en fait, on voit aussi les petites mains de l'Empire. Et moi, j'aime que, par exemple, la séquence de dîner de présentation de la copine à la mère bon, il y a des trucs où en fait je commence à avoir genre de l'empathie pour les petites mains de l'Empire et c'est pas très bon. Yuri? Bah, je vais juste, très rapidement. En fait, la saison 1, pourquoi on l'a bien aimé globalement ici quand on l'a vu, c'est que, en fait, ça prenait comme le contre-pied de beaucoup de séries Star Wars ou même beaucoup de films Star Wars, de dire non, mais enfin, l'énième western au fin fond de la galaxie avec des animaux mignons et des vaisseaux spatiaux qui font piou-piou et la bataille entre le bien et le mal. Ben, d'un coup, là, t'avais un truc très concret, t'avais quelque chose qui prenait vachement au sérieux son spectateur, t'avais quelque chose. T'avais un scénario qui allait à l'encontre de tout un tas de préceptes et qui du coup était assez rigolo à suivre aussi de ce point de vue là, et je trouve que la saison 2 renouvelle un peu l'essai d'avoir le héros globalement pendant 3 épisodes. Alors je spoil un tout petit peu, mais pendant 3 épisodes il bouge pas d'une planète, il est en train de se friter avec un groupe de mercenaires complètement cons. Surtout l'épisode 2, oui. Ouais, il est l'otage d'un groupe de mercenaires. Et du coup pendant un épisode et demi, 2 épisodes, globalement il se passe pas grand chose, mais c'est hyper marrant et il y a un truc très tu vois en fait que c'est des branquignoles très concrets. On est là, on s'est craché sur cette planète, on sait pas pourquoi on est là. Mon pote pilote, il a eu les chocottes, donc il s'est barré. Enfin, il y a plein de trucs très absurdes comme ça, tout en ayant un montage parallèle avec des intrigues politiques plus Game of Thrones, qu'on va dire. Et du coup, je trouve qu'il y a une sorte d'équilibre très particulier, très plaisant, très rafraîchissant, peut-être en effet qui plaît aussi parce que ce n'est pas tout à fait commun dans l'univers de Star Wars et que par conséquent on est aussi content quand cet univers-là se renouvelle. Effectivement, écoute, on va peut-être balancer notre petit jingle de focus pour faire la transition. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett qui est l'aviateur anglais. Voilà. Parce qu'il y a quand même un petit élément que je voulais apporter sur Andor, c'était de dire que c'est la série, elle est peut-être bien parce que c'est la série qu'ils n'ont pas surveillée. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient tous en train de s'occuper du Mandalorian, de Mandalorian, de la série. Le Baby Yoda Show, ouais. De la série, voilà, attends, il y a de Obi-Wan. De tous les trucs méga canons. De tous les trucs, voilà, méga canons. Et donc, du coup, personne n'a vraiment surveillé cette série. Et du coup, c'est peut-être pour ça que c'est bien. Mais ce qui est littéralement, en fait, le propos. C'est-à-dire que c'est des petits rebelles qui font des trucs dans leur coin en se cachant du regard omniprésent de l'Empire. Donc, il y a un peu un côté comme ça, quoi. Des mecs qui ont fait un truc dans leur coin, surtout que les exécutifs de Disney ne mettent pas les yeux sur le scénario. Enfin, je sais pas, il y a l'air d'avoir un truc un peu comme ça, quoi. Et avant peut-être de rentrer dans le focus, je tiens juste à poser la question, qui autour de cette table aime vraiment beaucoup Star Wars? Moi. Moi aussi. Moi, j'ai grandi avec, bien sûr, tu vois. Non, parce qu'on va dire des choses bien. Voilà, non, mais est-ce que ça implique d'avoir tout vu? Parce que non. Moi, j'ai vu les 3 premiers films, ils sont tous très bien. Tu veux dire les 4, 5, 6, la trilogie originale? Oui. Après, bon,
Après, bon. Après, tu sais, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir vraiment tout vu, parce que moi, j'ai tout vu pendant très longtemps. Ouais, J'avoue que les non, séries Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Kenobi et le... Je sais même plus, c'est quoi le titre? C'est Kenobi? C'est Kenobi. Et The Acolyte, j'ai pas dépassé le pilote, enfin voilà. Ouais, bah, Mais on va peut-être remonter quand même à l'origine de Star Wars, Yuri, et de comment c'est une franchise qui a cassé l'industrie du cinéma. Qu'il a cassé, qu'il a renouvelé, et c'est une des raisons pour lesquelles on voulait faire ce focus, c'est de parler, enfin on l'a un peu volontairement, ironiquement titré Star Wars : est-ce que ça a déjà été bien ? Moi, je note juste qu'on a passé un cap, qu'on va vraiment chercher les vues et les clics. C'est putassier. Moi, je me pas pour me prostitue, moi, j'ai déplaire, pas de mais problème avec ça. faut le noter. Mais en l'occurrence, pour parler aussi de l'héritage de Star Wars et de son héritage que, en tout cas, je trouve très ambivalent et du coup qui est intéressant, je trouve, à discuter, à décrire, à décrypter. Et du coup, oui, Star Wars, ça vient d'où ? Ça vient de la tête d'un monsieur qui s'appelle George Lucas, dont vous avez déjà évidemment entendu parler. Si vous connaissez Star Wars et que vous connaissez l'histoire, faites skip, parce que je vais probablement dire des choses que vous savez déjà. C'est un réalisateur qui vient du cinéma indépendant, genre indépendant vénère. C'est un mec qui faisait des films vraiment fauchés pour 3 francs 6 sous et qui aimait bien se mettre un peu des challenges. Un des challenges qui s'est mis sur Star Wars, c'était de raconter l'histoire sur les préceptes d'un mec qui s'appelle Joseph Campbell, le héros aux 1000 visages, et de faire une sorte d'épopée qui serait universelle, et il la met dans un univers de space opéra, lui-même inspiré en réalité de tout un tas d'univers de science-fiction des années 50 qui passaient à la télé, au cinéma, enfin tout ce qui s'appelait les feuilletons, hein, et de fantasy, mais en tout cas les Flash Gordon, enfin tout ça, oui, ce genre de trucs un peu pulp, pulpy, en fait, ouais. voilà. Qui ont en fait ont participé à sa culture de jeunesse, et il va pour ce faire, il va avoir une obsession, c'est de trouver les moyens techniques de ses ambitions, et va pour cela ramener autour de lui une équipe de fous furieux pour réaliser les effets spéciaux. Ce qui va créer, et on va en parler tout à l'heure, une boîte d'effets spéciaux qui est encore leader dans le secteur aujourd'hui. Mais donc en fait, dont tu peux peut-être dire le nom. Industrial Light and Magic, ILM. On va beaucoup dire le mot ILM pendant 20 minutes, donc voilà, retenez bien ILM. Et en réalité, au moment où Star Wars est développé, c'est une série B. Et je pense que ça, c'est un truc dont il faut se souvenir, c'est que quand Star Wars arrive, un peu Z sur les bords. Ouais, enfin, c'est quand le scénario arrive sur les bureaux des mecs de la Fox, c'est une série B. C'est pas censé faire un carton. Bon, ils mettent un certain budget même pour l'époque, mais ça reste vraiment bon. Si ça marche, c'est très bien, parce qu'à l'époque, la science-fiction était reléguée au rang de série B. C'était vraiment un truc de merde. Enfin, c'était pas considéré comme étant pas très lucratif, et par ailleurs pas vraiment apprécié par le grand public. Ouais. Donc, mais après, il y a une période où il y a une vraie différence entre le cinéma hollywoodien et le cinéma de série B. Oui. Tu vois, où donc du coup, c'est lui, il amène justement la série B à Hollywood, quoi, ouais. Ce film. Et en ce sens, le film est un tel giga succès qu'il va complètement renouveler la manière dont Hollywood va penser ses films, en sachant que c'est à partir de ce moment-là qu'on va se taper pléthore de suites, de produits dérivés. C'est quand même lui et Spielberg qui, avec Rencontre du troisième type juste un peu avant et Star Wars, donc qui sortent la même année, vont globalement inventer le marketing des produits dérivés, George Lucas notoirement a gardé la main sur tous les produits dérivés. On dit même que ça a été son gros, son gros coup de poker, son gros coup de poker, ça a été de dire je veux garder la main là-dessus. Les gens lui ont un peu laissé en échange d'un salaire pas élevé, ça n'avait aucune valeur avant, et en fait c'est ce qui a fait sa fortune. Et donc en réalité c'est un film qui à la fois marque un renouveau du cinéma hollywoodien grand public dans ses codes, qui marque aussi une forme de retour en arrière, puisque c'est un peu la fin de ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, et donc de tout un tas d'auteurs qui avaient un peu pris la main sur des gros projets type Coppola avec Le Parrain, mais également plein d'autres. Et du coup, il y a une sorte à la fois de révolution de technologique, artistique, puisque le film a montré des choses aux gens qu'ils n'avaient absolument jamais vues sur un écran, et en même temps, formellement, le film va quand même puiser dans le cinéma des années 40, dans le cinéma des années 50. Il y a la fameuse bataille de l'attaque de l'étoile de la mort. Elle a été ce qu'on appelle rotoscopée, c'est-à-dire que les mouvements de caméra ont été vraiment faits à l'identique d'un film de Howard Hawks de 1941, qui s'appelle, je crois, Air Force,
Force ou Air Force One, non, pas Air Force One, bref, je ne me souviens plus comment s'appelle ce film de Howard Hawks, mais en tout cas c'est un film de guerre, d'aviation, et l'attaque dans le film de guerre de Howard Hawks sur, je crois, un porte-avions allemand ou japonais, c'est strictement les mêmes plans que dans le film de George Lucas. Et donc en fait il y a comme ça, c'est pour ça que le film est à la fois intéressant d'un point de vue historique dans l'histoire du cinéma, puisqu'il renouvelle énormément de codes, et en même temps il amorce aussi une nouvelle phase du capitalisme enfin notamment de l'ère Reagan et du retour à une forme aussi plus conservatrice dans la forme des films, dans leur fond également plus simpliste que ce qu'on avait eu dans la décennie précédente. Donc voilà le petit topo sur Star Wars, pourquoi, comment. Et l'instauration aussi du système même de blockbuster estival qui est déjà apparu auparavant avec Jaws, les Dents de la Mer. Ouais. Mais c'est vrai que lui, il marche complètement là-dedans. Mais c'est vrai que tu t'en parlais, Yuri. Moi personnellement, je suis pas un très grand fan de Star Wars, et ça m'a fait kiffer quand j'étais jeune, mais voilà, c'est pas des films que je tiens non plus comme des très très grands films. En revanche, l'impact que Star Wars a eu effectivement dans le monde du cinéma, et notamment d'un point de vue technologique, via du coup la création de la boîte de production d'effets spéciaux ILM, est énorme. Et en fait, je pense que ce qu'il faut surtout retenir de Star Wars, à mon sens, la vraie valeur ajoutée et la modification absolue du cinéma, elle se situe là. En fait, c'est trop bien parce que tu parles de cette séquence du coup qui est singé du coup sur le Howard Hawks. Air Force, et qui a film de 1943, donc en plein dans la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, en fait, évidemment, c'était des. Alors, j'ai cru. Je suis quasiment sûr d'avoir vu la séquence. Je crois qu'elle est disponible en comparaison, dans la série probablement Light and Magic du coup sur Disney+, qui raconte l'histoire d'ILM. Mais bon, je m'en rappelle plus exactement, mais je suis quasiment sûr que. Série qu'on recommande chaudement. Ouais, carrément, parce que ça va paraphraser. Je vais paraphraser plutôt cette série en vous racontant un peu les inventions technologiques de d'ILM. Mais en gros, la base de la base et le problème de Lucas, c'était d'essayer de faire de ces combats spatiaux des trucs hyper immersifs avec une caméra qui est très dynamique. Or, les effets spéciaux à l'époque, ça ne permettait absolument pas ça, parce que c'était des effets spéciaux optiques qui du coup induisaient une grosse fixité dans les compositions, les trucages, etc. Et en gros, ils ont inventé... Et souvent, c'était des marionnettes animées à la main, des décors peints à la main par-dessus. Donc en fait, on était obligé d'avoir des plans qui ne bougeaient pas pour superposer différentes couches d'images pour créer une planète qui n'existe pas. Avec un vaisseau et des gens et machin. Exactement. Et en fait, du coup, eux, leur idée, c'était d'essayer de pouvoir faire du coup toutes ces étapes de superposition, mais avec des caméras qui peuvent bouger, donc suivre les objets. Sauf que pour faire ça, il faut du coup filmer de la même manière les décors, les personnages et les vaisseaux spatiaux. Ce qui n'était pas possible à l'époque, parce que du coup c'était fait à la mano par des techniciens, et forcément il y avait toujours une marge d'erreur. Et du coup ils ont utilisé des ordinateurs pour créer ce qu'on appelle le motion control, qui est genre une révolution dans l'histoire du cinéma. Motion control, si on traduit, ça veut dire contrôle du mouvement. Voilà, exactement. Et donc en gros c'est un ordinateur qui va venir placer des points en fait dans l'espace et faire bouger la caméra à la place du coup d'un humain. Et ça a été vraiment le point de bascule et le déclic quelque part justement de la création d'ILM, parce qu'à la base il avait regroupé justement une bande de gars, George Lucas, pour du coup créer ça. Et évidemment ils sont allés encore plus loin, et notamment en fait avec les Star Wars suivants la prélogie, même déjà dès le retour du Jedi, etc. Dès le retour du Jedi, le sixième. Ouais, dans la création du coup d'images numériques, parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait justement un filon à se faire et que l'ordinateur allait, à mon avis, changer justement un peu de la même manière que le motion control le cinéma. Donc c'est comme ça qu'ils créent Lucasfilm Computer Division, qui est du coup en fait tout simplement le secteur en gros chargé de la création, de la génération d'images par ordinateur. Et en fait il se trouve que Lucas en 1986, je crois, a des petits problèmes financiers parce qu'il divorce, etc. Bref, et du coup il doit vendre cette boîte de production. Il la vend à un certain Steve Jobs pour $10 millions, et c'est la naissance du studio Pixar d'animation. Donc en fait déjà juste là, vous allez voir, il y a plein de trucs assez fous dans la naissance de Star Wars, mais Star Wars en fait quelque part de manière philosophique, même technique, a permis l'émergence de Pixar, qui a genre juste révolutionné le cinéma d'animation. J'imagine que tu vas en parler tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a un truc très intéressant dans la conception même des films, et quand tu dis c'est aussi le cas avec les suites de Star Wars, c'est que en fait ces films-là sont ensuite devenus des espèces de banque démo de ce que laboratoire faire ILM. C'est-à-dire que tu avais une espèce de truc de on peut pousser les curseurs un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut imaginer autour de ça? Et du coup, là, pour revenir à la question de est-ce qu'on aime vraiment bien ces films ou pas,
parfois en fait ça fait des films qui sont un peu âpres, et notamment quand on revoit le premier Star Wars, il est un peu Et ça, on va discuter de la qualité des films en eux-mêmes plus tard, mais c'est vrai qu'en tout cas t'as raison de dire que je trouve que chaque trilogie et même peut-être chaque film a quelque chose, un marqueur temporel de où on en est dans les effets spéciaux, etc. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Ils sont conçus pour ça. Oui. C'est-à-dire que même Lucas il dit j'écris avec en tête la technologie que j'ai à ma disposition et comment je peux la pousser plus loin. Donc en fait il a quand même une espèce de réflexion d'ingénieur presque. Et c'est un peu ce que fait Cameron d'une certaine manière aussi, où en fait qui a repris complètement le flambeau. Ah oui, carrément. Et même en fait en vrai d'une certaine manière Fincher sur ses, enfin c'est juste que c'est moins explosif, mais il y a pas mal de cinéastes qui suivent complètement cette démarche et qui ont complètement embrayé le pas d'ailleurs sur le cinéma numérique. Autre truc du coup qui est né de ILM et qui est quelque chose qui pour le coup à mon avis va parler peut-être à un peu plus de gens. Enfin non, tu me diras Pixar c'est quand même très générationnel. C'est même universel. En gros ILM du coup ils essayent de travailler sur de la composition du coup numérique, mais c'est très compliqué parce qu'à la base du coup c'est de la composition optique, donc c'est du matte painting, donc on va venir justement peindre. Faut expliquer aux gens ce que c'est parce que là on est dans un truc c'est un focus sur Star Wars, on s'était dit ouais c'est un peu le focus putassier, nous disait Valentin, on est en train de nouveau tomber dans des trucs hyper nerds, mais c'est très bien, continuons. Parce que c'est l'histoire des effets spéciaux et que c'est super intéressant. Le matte painting du coup c'est en gros des décorateurs qui vont venir peindre à la main tous les petits Stormtroopers que vous voyez en arrière-plan sur une feuille de décor, et en fait via du coup un espèce de système optique t'as l'impression qu'il y a une armée derrière Dark Vador. Alors, en fait c'est sur des plaques de verre en fait, et donc tu filmes la scène à travers un plaque de verre pour avoir le décor derrière la plaque de verre. C'est ça le matte painting, c'est tu peins littéralement des plaques de verre. Exactement. Enfin bref, donc du coup c'est plein de petites techniques comme ça qui sont assez laborieuses, et t'as des techniciens qui sont donc à ILM qui sont en mode ça serait cool de pouvoir le faire numériquement parce que c'est trop con de devoir s'emmerder à peindre des trucs. Pourquoi on peut pas le faire directement sur une image numérique? Sauf qu'ils avaient pas les outils pour le faire, il y avait pas de logiciel qui existait. Donc ils ont développé un petit logiciel du coup qui s'appelle Display, qui permettait du coup de modifier les données de pixels du coup sur les images numériques. Et en fait ce logiciel va être vendu à une petite boîte de société qui s'appelle Adobe, et c'est la naissance de Photoshop. En fait c'est encore plus débile, la réalité est encore plus débile que ça. C'est-à-dire que le truc a été développé par deux frères, dont un qui travaillait chez ILM et l'autre qui était genre tu vois en solo parce qu'ils étaient frères. Il s'est dit ouais il faut qu'on fasse ce truc, c'est trop bien, et du coup Photoshop a été développé pour Star Wars et a été vendu à Adobe. Et le frère d'ailleurs de John Knoll, qui est un des piliers d'ILM, il travaille toujours là-bas. Oui bien sûr, carrément. Et c'est pas c'est encore le boss de Photoshop, enfin c'est encore un des boss de Photoshop chez Adobe. Et je me demande si c'est pas un des cofondateurs d'Adobe. Non, je dis n'importe quoi. C'est possible. Bref. Bon, en tout cas, c'est quand même assez ouf, mais ça ne s'arrête pas là. Bon, évidemment, ça a été une entreprise après qui a été pionnière dans les CGI et les images numériques, parce que du coup, de Star Wars est né en fait quelque part Jurassic Park, Terminator, et en fait tous ces grands films qui du coup ont permis des créatures 100% numériques. Et évidemment, on arrive doucement à la prélogie, mais ça, je pense qu'on va en parler un petit peu après, et l'ère numérique. Surtout, c'est pareil en fait, dans cette espèce de logique de digitaliser les images et de pouvoir du coup les monter, parce que c'est quand même pas pratique de monter, des images avec des bandes de films. Ils voulaient essayer de faire du coup un logiciel de montage qui permettait du coup de monter numériquement les films. Ils l'ont appelé Edit Droid, c'est l'ancêtre de Avid. Alors ça c'est un truc technique pour les monteurs, mais les monteurs connaissent très bien ce logiciel. En fait, si vous avez déjà fait du montage sur n'importe quelle plateforme aujourd'hui, que vous visualisez comment superposer des séquences et de les voir sur une timeline, que ce soit sur votre ordinateur portable, sur votre téléphone, en fait ça vient de là. Ouais, voilà, exactement. Ça vient d'Edit Droid qui est devenu Avid et qui est devenu après Final Cut Pro, Premiere Pro, iMovie et tout ça. Mais là, ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis aussi, c'est à quel point tous ces outils ont été développés, ont permis en fait un boom dans les années 90 de films comme Jurassic Park, comme Titanic. En fait, il y a une espèce de pléthore de films qui ont poussé de plus en plus loin le côté spectaculaire, le côté justement gigantesque de ce que pouvait être le cinéma, et à quel point aussi l'émergence de tous ces outils a creusé une espèce de sillon de finalement on les surutilise presque quoi. On en vient à avoir peut-être se tirer des balles dans le pied sur la manière de faire des films. Oui, carrément, surtout dans le cinéma numérique. Mais donc du coup, il n'y a pas que ça, il y a aussi le standard THX par exemple. Je suis sûr que vous en avez déjà tous entendu parler ou vu. C'est le fameux une espèce de truc hyper fort là au début de certains films. Ça, du coup, c'est une norme qui a été hyper importante dans l'histoire du cinéma et qui assure du coup une qualité audio et vidéo similaire à la maison et en salle. Donc, pareil, ça a été du coup Lucas qui est derrière ça. Il y a Skywalker Sound aussi, donc pareil, c'est donc une espèce de comment dire, une partie d'ILM qui est spécialisée dans la création du coup de sons purement digitaux. À l'époque, ça n'existait pas, et maintenant, en fait, tous les sound designers les plus connus du monde, ils travaillent là-bas, et c'est genre la boîte de prod qui fait du design sonore hyper stylé. Mais surtout, et là, on va s'écarter un tout petit peu du cinéma.
En fait, toutes ces avancées, et notamment le motion control, a été très important pour l'imagerie médicale, notamment, parce qu'il est question de synchronisation d'images, notamment pour les IRM ou tout justement les robots qui permettent de faire des radiographies ou des opérations du cerveau, etc., etc. Et donc, typiquement, d'ailleurs, Lucasfilm et ILM ont collaboré sur des recherches justement de visualisation médicale dans les années 2000, et aussi également pour la modélisation 3D et la reconstitution d'organes, par exemple. Il y a, je crois, ce qu'on appelle le Renderman, qui est une espèce d'outil qui a été développé par Pixar pour créer Toy Story, qui a été utilisé pour développer du coup des rendus 3D d'organes dans certains simulateurs justement médicaux. Donc comme quoi vraiment c'est cette espèce de boom d'avancée. Le cinéma sauve des vies. Non mais ouais, bien sûr, carrément. En fait, ça a permis du coup un développement et un boom scientifique énorme et qui dépasse complètement du coup le domaine du cinéma. Mais bref, back to le cinéma numérique. Mais ce que je trouve assez fascinant en fait là-dedans et dans toute l'histoire que tu as assez bien racontée, c'est et quand on reprend un peu au début et les premiers Star Wars en 77, c'est qu'en fait Star Wars, avec la création d'ILM et avec ce qu'ils sont capables de faire visuellement, crée une espèce de course à l'armement visuel et course à l'armement des effets spéciaux, au point où en fait ça devient on va dire un sujet essentiel pour Hollywood, parce qu'ils perçoivent le public comme toujours en demande de plus d'effets spéciaux, et donc en fait ils vont essayer de pousser les films avec des effets spéciaux, avec des effets visuels, etc., etc. Et en fait ce qui est dingue, c'est que Star Wars crée en fait une espèce de boucle autour de ça, et que au début, ils ont lancé cette course à l'armement, ils l'ont continué avec le numérique et ils en actent la fin avec les derniers épisodes qu'on voit maintenant. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel des technologies numériques qu'on a pu voir, elles ont été essentiellement produites pour Star Wars, pour avoir des films en CGI complet. Et aujourd'hui, c'est surutilisé par énormément de films à Hollywood. Et en fait, Marvel, avec toujours ce truc de George Lucas qui est toujours très ambivalent. Alors, en fait, de dire, d'un côté, je veux que ce soit plus simple, et en même temps je m'en fous un peu des conséquences, donc il y a un peu un côté très, et d'ailleurs qui correspond également dans les années 70 à tout l'esprit des Microsoft et des Apple et machin, c'est un peu la même logique, en fait, quoi. C'est un peu la start-up du cinéma. En fait, un peu, mais là où je veux en venir, c'est que en fait, si tu veux, la boucle est bouclée d'un point de vue technique, c'est-à-dire que maintenant, d'ailleurs Star Wars en revient à des effets pratiques, et maintenant on peut tout faire, il n'y a plus de limite, et du coup l'intérêt des effets visuels est devenu très moindre, c'est-à-dire que dans le fond, plus personne aujourd'hui regarde un film parce que les effets spéciaux sont bons. Ça peut éventuellement gâcher un film s'ils sont mauvais, mais dans l'absolu, on part du principe qu'un gros film à grand spectacle, les effets spéciaux vont être bons. D'ailleurs, la plupart du temps, il y a tellement d'effets spéciaux utilisés pour des trucs basiques, genre une discussion dans la rue, que c'est moche. Que ça devient une discussion un peu absurde, et c'est pour ça d'ailleurs que sur Star Wars, ils sont en train d'en revenir à des effets pratiques. Ouais. Et c'est pour ça que la prélogie a quelque chose de compliqué quand même aujourd'hui à regarder de ce point de vue-là. De prémonitoire, et en même temps, parce qu'il a développé des technologies de tournage numérique en disant c'est quand même relou ces caméras de pellicule, et à l'époque les fabricants de caméras le regardaient en disant mais pourquoi vous voulez pas tourner en pellicule, on comprend même pas quoi. Enfin, et alors que mais parce que c'est relou. Et dans l'absolu, en fait, là où moi je le blâme pas pour ça, parce que ça a causé des vrais problèmes, il y a toute une période en fait de blockbusters hollywoodiens qui sont un peu faibles parce qu'en fait on va tout claquer pour essayer de faire des beaux effets visuels, et la réalité c'est que Star Wars en est responsable. Je veux pas trop le blâmer parce que je trouve que ça porte une intention louable qui est on va laisser aux réalisateurs la capacité de montrer ce qu'ils veulent à l'écran, et dans l'absolu aujourd'hui on y est arrivé, et c'est grâce à eux, et c'est une révolution essentielle du cinéma, hein. Parce que en fait, et on en revient un peu au point, un autre point sur la manière dont George Lucas conçoit la manière dont il fait des films, c'est que moi, mon hypothèse, c'est que c'est juste un énorme geekos qui s'amuse à jouer avec de la technologie, hein. Tu vois, genre il veut tester des trucs bizarres, il veut tester des trucs nouveaux, tant qu'il a pas sous la main des trucs nouveaux et des trucs bizarres, ça l'intéresse pas. Typiquement THX 1138. 1138, non? Oui, 1138, oui, pardon. 1138, c'est du coup son premier film. Son premier film, c'est juste pour tester un nouveau système de son qu'il a inventé, enfin plus ou moins. Donc c'est quand même un truc, c'est son délire. Il y a ça qui du coup pose des problèmes, parce que en fait à partir du moment où si tu ne fais des films que parce que tu t'amuses avec la technique, il faut travailler autre chose. On va peut-être le dire. C'est-à-dire que effectivement c'est presque plus un ingénieur qu'un réalisateur à proprement parler. Dans les 6 premiers, enfin la trilogie originale et la. D'ailleurs dans la trilogie originale, il y en a 2 qui réalisent pas. Il y en a 2 qui réalisent pas. Et c'est les 2 meilleurs. Donc bon. Oui, mais, voilà. Non mais de fait. Et il y a aussi en fait un autre truc dont on a parlé un petit peu au début et qui est à mon avis aussi un autre truc un peu révolutionnaire qui a lancé peut-être un des plus gros problèmes du cinéma actuel, c'est les IP.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on peut traduire IP pour nos auditeurs? Propriété intellectuelle. Enfin intellectuelle property. Faut dire que c'est une marque en fait. C'est la marque. Il a lancé l'idée d'avoir une marque qui va développer sur des produits dérivés, qui va développer sur un univers de plusieurs films. C'est pas lui qui a inventé l'idée. Hein, mais c'est là où je le trouve très ambivalent moi dans sa démarche, c'est que justement il dit c'est quand même relou qu'on donne plus, il y a plus d'audace dans la manière dont sont faits les films machin, alors que c'est lui qui a fait du Star Wars pendant des décennies. Il a fait des séries animées, des télévisions specials, des BD, des machins. Ça, tu vois, moi encore une fois, je méprise pas forcément ce truc parce que c'est son univers, c'est ambivalent, c'est son terrain de jeu et en fait créer un univers et un univers aussi solide que celui de Star Wars, parce que c'est peut-être la plus grande force de Star Wars, c'est son univers, c'est très compliqué. Non mais surtout j'allais dire, je trouve que pour le coup on peut vraiment pas lui en vouloir lui sur les 6 films qu'il a fait de répéter le même principe, c'est-à-dire qu'il fait ça. Je te parle pas des films, je te parle de tout ce qu'il a fait entre les films. Oui, non bien sûr, mais là où je voulais en venir, c'est que par exemple, et je pense qu'on aura ce débat après autour des films, c'est que typiquement la prélogie, c'est pas des très bons films en tant que tels, même si moi j'aime quand même beaucoup le 3. Le 3 est un vrai bon film. Moi je l'aime beaucoup, ouais. Je trouve les 1 et 2 quand même assez faibles, mais le travail par contre de world building, de construction d'univers qu'il fait dans les 1, 2, 3, quand tu re-regardes la trilogie originale en ayant regardé les 1, 2, 3 et en ayant vu comment finalement le Conseil des Jedi fonctionnait, ce qu'était ce monde avant de tomber dans une dictature, etc. Ça apporte mais énormément à la trilogie originale, donc on peut pas dire que... Ça c'est sa vraie grande réussite, et c'est Isaac Asimov qui est un des grands auteurs de science-fiction, qui a créé parmi les deux plus gros univers de science-fiction avec Star Wars, qui est celui des robots et des comment dire, de la Fondation, mais bon, qui sont un peu le même univers du coup, mais qui a dit que lui-même en fait c'était le truc le plus dur qu'il avait jamais réussi, enfin qu'il avait jamais eu à faire. Et d'ailleurs Isaac Asimov lui-même est un sociologue à la base, il a fait des études de sociologie et il a construit en fait son univers sociologiquement. Et je pense que Star Wars a été pensé de manière presque comme ça, c'est-à-dire que c'est en termes de world building, en termes de construction d'univers, c'est assez exceptionnel, et je pense que ça explique des niveaux de réussite de ça. Et le fait que c'est un univers dans lequel, et c'est pour ça qu'il y a autant de séries, moi j'ai l'impression que tu pourrais inventer mais à l'infini des histoires dans cet univers, et puis il y a quand même plein de surprises. Plus de bonheur, hein, mais bien sûr. Mais ce qui est aussi pour moi très ambivalent, c'est-à-dire que en fait le fait c'est ce que tu dis toi souvent quand tu dis que globalement on veut faire un film noir et on n'arrive pas à vendre un film noir, donc on colle Batman dessus et en fait on fait un film noir mais il y a Batman dessus, ça ramène les gens en salle. En fait Star Wars c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux c'est devenu ça parce qu'ils n'ont pas réussi à faire évoluer l'univers. Moi je suis désolé, Andor on en parle comme une série qui est super parce que justement c'est pas une série Star Wars presque, enfin en tout cas vous en entendez parler, et non mais moi c'est le gros problème que j'ai avec Star Wars, j'ai l'impression qu'on me raconte toujours un peu la même chose et que c'est toujours un peu les mêmes univers, et qu'en fait même si tu fais des films et des séries et des machins, et c'est encore plus flagrant dans les 3 derniers films que Disney nous a pondus, je pense qu'on va tous les oublier. Voilà. Sauf le 8. En fait, oui, mais qui pareil, déjoue un peu le truc en mode, t'as vu, je suis pas vraiment un film Star Wars, ou plutôt genre la mythologie, en fait, machin. Enfin, t'as quand même ce truc de genre, ok, la mythologie, elle est soi-disant dense, mais pourquoi dans ce cas-là, personne n'en fait vraiment quelque chose? Moi, c'est un peu ça, ma limite. Alors, avec Clone Wars, c'est bien. Moi, j'ai. C'est une série animée, et pareil, c'est complètement supervisé par George Lucas à l'époque. En fait, c'est moi ma deuxième grosse hypothèse sur George Lucas, c'est que à partir du moment où on pouvait faire des CGI et qu'on pouvait tout faire en fait sans limite, ça a cessé de l'intéresser et qu'il a vendu son truc. Moi, je pense qu'il l'a un peu vendu. Je pense que ta théorie est juste. Et que Disney, ils ont vu une cash machine et qu'ils y sont allés comme des énormes porcs. Et que la manière dont la 3e trilogie a été gérée, c'était un scandale absolu. C'est-à-dire que ils ont fait un premier épisode, ils ont lancé l'écriture du second avant que le premier épisode soit fini. Ils ont absolument pas coordonné les trucs, ils en avaient rien à foutre. Et puis surtout, le 7 est une sorte de remake déguisé du 4 qui est un film honnête mais qui apporte rien. 4 milliards, il fallait caché, quoi. Mais c'est ça. Mais après, le 8, effectivement, s'écartait de la trilogie originale. Et moi, je trouve que c'est le plus intéressant, mais il y a des gens qui le détestent. Et surtout qu'il avait aucun sens par rapport au 6, 7. Enfin, et ensuite, le 9, c'est encore pire. Non, mais le pire, c'est qu'ils ont rétrogradé avec le 9 en globalement effaçant ce qui s'était passé dans le 8. Et globalement, et en fait, les séries ont pris le même truc. J'aurais fait, les gens aiment bien Boba Fett, on va faire un truc avec Boba Fett, une sorte de Boba Fett light. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, j'avais oublié Boba Fett dans les. Yoda, tu vois, genre, mais Yoda, il est mignon en bébé, go, baby Yoda. Tu sens qu'ils
qu'ils en ont rien à foutre. Non, mais qu'il y a un truc vraiment. qu'il y a plus de tête on pensante. développe, on fait les gros ports parce qu'on a une licence et qu'on y va comme des gros bourrins. Parce que Lucas, il est plus là et qu'il a plus envie de. Parce que Lucas est parti, quoi. George Lucas, il est plus là pour gérer le bordel lui-même. Et donc, du coup, c'est free fall, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, tu n'as même plus cette idée de je vais voir un Star Wars pour voir un truc que j'ai jamais vu avant. Et c'est ce que tu dis par rapport à le fait que ça a arrêté de l'intéresser. Et en fait, cette innovation technologique qui allait de pair avec chaque film, aujourd'hui, enfin, c'est même le contraire. Ceci dit, Star Wars 9, il y a des trucs que j'avais jamais vus, mais t'avais pas trop envie de les voir. Non, mais Star Wars 9, il est vraiment très mauvais, mais je trouve que quand c'était en tout cas lui, il avait quand même une intelligence pour déjouer les choses sur lesquelles on l'attendait, que ce soit dans la trilogie originale ou quand même, enfin, juste rappelons. C'est son univers. Voilà, enfin, je veux dire, maintenant ça paraît hyper basique de se dire, en fait, cette espèce de boîte de conserve, c'est le père de Luke, mais enfin, c'est quand même très très improbable quand tu regardes le premier et que globalement tu crois que c'est un robot. L'idée de se dire que Yoda, qui est le dude, enfin, le gars où tu te dis que c'est un espèce de, c'est le Jedi ultime, tu t'attends à voir un espèce de vieux type, etc. Et c'est une espèce de marionnette qui fait n'importe quoi. C'est un vieux clodo. Et qui est un vieux clodo, semi-sénile à moitié bourré. Il y a quand même des idées. Et je trouve même dans la prélogie, il y a des trucs assez intelligents. Et tu vois, dans les petits trucs, les petites inventions, moi, dans Andor, le robot Beg, je l'adore, quoi, tu vois. Et il y a quand même toujours des petites idées. Voilà, après. Effectivement, le problème, c'est comment tu renouvelles ça. Et là où je rejoins Félix, c'est que j'ai l'impression qu'il se passe des choses plus intéressantes dans des projets un peu moins surveillés et moins canon, quoi, globalement. Et que cette troisième trilogie, elle a, à part, moi, je trouve, le fait d'avoir un peu sali le personnage de Luke dans le 8e, ce que je trouvais assez intéressant. En fait, elle n'a, tu vois, je disais, la prélogie, c'est pas des très bons films, mais ça a beaucoup apporté à l'univers. Qu'est-ce que cette putain de dernière trilogie a apporté à l'univers ? Parce que, en fait, quand George Lucas il fait la prélogie, il le fait pour amener une pierre supplémentaire à l'univers. Disney n'a pas du tout cherché à faire ça. Et surtout pour dire, en fait, ce que vous pensez de Star Wars, c'est pas Star Wars. C'est-à-dire que moi, je change complètement la DA du truc et niquez-vous. Et que le meilleur épisode de la troisième trilogie, c'est celui justement qui va amener Star Wars ailleurs dans un truc auquel on s'attendait pas, comme la prélogie l'a fait dans son temps. Et bon, à l'époque, on pouvait pas cracher sur la manière dont l'univers était traité parce que c'était celui de George Lucas, donc il fait ce qu'il veut, il t'emmerde, tu vois. Je crois qu'il a été un peu menacé à l'époque de la prélogie. Oui, bien évidemment, enfin comme tous les. Mais la prélogie, elle a été très très mal reçue par les fans. Par les fans. Oui. Et nous, on a grandi avec, donc en fait, moi personnellement, j'ai commencé Star Wars avec la menace fantôme, donc moi, ça me paraît être l'histoire. Toi non, mais il y a beaucoup de gens qui. Moi, c'est pas mon père était fan de Star Wars. Toi, tu as vu le film de Howard Hawks en salle en 1943 en Allemagne. J'ai vu Star Wars Holiday Special, mec. Le Star Wars, le fameux truc qui a été buried et interdit par George Lucas. Mais qui existe sur Internet, sur YouTube. Ça, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'on peut dire de la suite de Star Wars ? On sait qu'il y a une nouvelle trilogie qui s'annonce. Avec Ryan Gosling, a priori. Non, c'est pas une trilogie, c'est un film avec Ryan Gosling, et visiblement là où c'est aussi intéressant sur la perte de valeur de la marque Star Wars, on va dire dans l'inconscient collectif, c'est que c'est plus un événement. En fait, c'est que plein d'acteurs refusent le film, visiblement. C'est-à-dire qu'ils sont là, genre en fait, nous ça nous intéresse plus de faire un film Star Wars. Mickey Madison, je crois, entre autres. Et globalement, en fait, le truc est toxique. T'as plus envie de le toucher parce que tu sais que quand tu le touches, tu vas probablement ne pas plaire à beaucoup de gens sur Internet qui vont venir t'insulter. Je pense que tu le fais dans des conditions quand même, genre tu n'as pas le droit de lire le script. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est chiant, tu vois. En fait, au lieu d'être ce que ça a été, à savoir une sorte de véhicule d'innovation et de créativité, c'est devenu en fait une prison pour les créateurs qui du coup en fait sont obligés de respecter des guidelines absurdes. Avec des films qui sont parfois montés, remontés. Enfin typiquement moi j'aime bien Rogue One qui est le film qui a donné naissance ensuite à Andor. Rogue One ça a été un cauchemar, un enfer de production absolue. Et après je sais même pas quoi dire de l'autre film dont je ne prononcerai pas le nom. Sur Han Solo. Ah, quelle horreur ce truc. Petite question pour les gens qui ont creusé la question. À quel point est-ce que Star Wars est dans une dynamique qui est différente du reste de l'industrie ? Parce que quand vous parlez du coup de crise créative, d'immobilisme, même on a un peu fait le tour techniquement et on se rend compte qu'en fait on n'a plus rien à proposer visuellement au public. En fait, tout ça me rappelle juste en fait Marvel de fait, ou en tout cas d'autres grandes productions. À quel point est-ce que Star Wars a creusé un peu ce problème-là où en fait
est une exception, quoi, enfin, différente du reste de l'industrie, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça le problème. Pour moi, Star Wars, c'est un peu la pointe de la lance de ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est eux qui sont toujours les premiers, c'est eux qui sont toujours dans ces trucs-là. C'est eux qui ont permis Marvel aussi dans ce côté univers étendu, ouais, et un film qui ne compte rien, en fait, enfin, qui compte pas comme un film en soi. Je suis d'accord, aujourd'hui, ils tombent sur les mêmes écueils, hein, très concrètement. Ça devient un truc parmi d'autres. J'allais dire, on va refaire effectivement ce qu'on avait dit sur le focus Marvel. Le problème, c'est que c'est devenu la sérialisation des films. Donc en fait, on fait des séries au cinéma. On fait des séries au cinéma, c'est-à-dire que tu vois, et on se disait, c'est vraiment ça, quand on voit un Star Wars, on se pose la question de savoir si c'est un bon film en soi et si c'est un bon épisode de Star Wars. Et parfois, il y a des bons films qui sont pas des bons épisodes de Star Wars, il y a des bons épisodes de Star Wars qui sont pas des bons films en soi. Et le truc étrange, c'est que moi, je dois admettre que je préfère un bon épisode de Star Wars à un bon film parfois. Ça fait un peu chier de dire ça comme ça, mais il y a un peu de ça. Mais j'ai l'impression quand même que on retient plus de... C'est-à-dire que moi, je me dis, demain, je sais pas, la génération suivante, elle pourra toujours regarder la première trilogie, même si elle aura vieilli, elle avait déjà vieilli à notre génération, on l'aimait. Peut-être la prélogie est peut-être un peu piochée dans quelque chose, alors que vraiment, Marvel, on en discutait, on va retenir un film et demi, et encore. Donc j'ai l'impression que Star Wars surnage peut-être un peu quand même. On va se faire défoncer dans les commentaires YouTube, ça va être génial. Je pense que c'est la force de... Moi, je pense que c'est la force de l'univers, pas que les univers Marvel ou DC soient faibles ou mauvais. Tu peux lire les comics dans ces cas-là. Mais c'est juste qu'en fait, parce que là, il y a plein de choses. Il y a trop de choses, c'est trop compliqué, c'est le bordel. Star Wars, il a réussi à le développer un peu comme il le voulait, plus calmement. En fait, la réalité, c'est que les trucs de super-héros, si tu commences vraiment à rentrer dans le lore et dans le truc, c'est à peine gérable. Je critique l'univers Marvel au cinéma. Hein. Je critique pas l'univers Marvel en comics, qui est quand même, quand tu lis Civil War, quand même vachement plus intéressant que ce qu'on en a fait au cinéma. Puis il y a un vrai intérêt plastique. Enfin, je pense que quand tu regardes la prélogie, ça marche sur les gamins parce que les marionnettes, les machins, les trucs. Enfin, je veux dire, moi, la prélogie, tu veux dire la trilogie originale. Ça a vieilli, mais en fait, c'est pas quelque chose de gênant. Alors, le ver qui sort de la planète dans le 5, moi, ça m'a terrorisé quand j'étais gamin. C'est incroyable. On n'a pas parlé de toutes les retouches numériques qu'a fait Star Wars sur l'épisode 4, ce qui en fait implique qu'aujourd'hui l'épisode 4 n'est pas visible dans sa version d'origine. J'y viens. Mais tu l'as, Laurent. Sauf à des grâces, à de sombres types. Voilà. et en fait, il y a des sombres types qui ont fait une version qu'ils appellent la version déspécialisée, où en fait, ils ont reconstitué avec des copies trouvées en Roumanie. Enfin bref, ils ont scanné le truc, ils ont reconstitué la copie d'origine de Star Wars. Et donc, elle est trouvable sur Internet, elle est visible. Je l'ai vue et je dois dire que c'est incroyable. Parce que tu comprends pourquoi... Quand les gens ont vu ça, ils ont pété un câble. Ouais, mais du coup, c'est hyper dommage. Et moi, je me souviens que la première fois que j'ai vu le 6, c'était quand même déjà... Après, j'ai revu une autre version, mais j'ai vu la version où à la fin, quand on voit le fantôme de Anakin / Dark Vador, c'est Hayden Christensen qui est genre incrusté. Et t'es là, mais non, en fait. Ouais. Donc essayons de retrouver il a pas fait que les bons choix, Lucas. Voilà. Non. Et après, ceci, il a fait quelques bons choix, parce que quand il est revenu sur la menace fantôme et qu'il a refait Yoda... C'était quand même mieux que la version originale de Yoda dans la menace fantôme, qui est vraiment dégueulasse. Bref, je vais peut-être terminer en disant que adressez-vous à Laurent si vous voulez les versions d'origine. Franchement, si vous voulez les versions déspécialisées, vous pouvez envoyer des messages, on peut s'organiser. C'est pas impossible. Moi, j'ai juste envie d'ouvrir vite fait et de faire un peu mon troll, mais je pense que la trilogie qui est sortie récemment, elle est sortie un tout petit peu trop tôt, et qu'aujourd'hui, on a un boom technologique qui est extraordinaire avec l'IA, et que je pense qu'en fait, Star Wars, normalement, si c'était vraiment des hustlers dans la même logique à l'époque, ils devraient faire la nouvelle trilogie avec de l'IA. Alors là, ils vont se faire... Comme on est rentré dans une ère du capitalisme de la franchise, malheureusement, ça n'arrivera pas. Voilà. Mais alors ça arrivera pour les mauvaises raisons. En vrai, voilà, oui, complètement. Mais en tout cas, il y a un truc assez stimulant à faire, et que George Lucas serait encore là, je pense qu'il pourrait s'amuser avec des nouveaux jouets. Moi, je voulais dire un truc qui n'a rien à voir, qui a à voir avec Star Wars, mais c'est juste, je suis curieuse quand même de savoir comment est-ce qu'ils vont traiter aussi des questions, peut-être des personnages féminins en fait dans la nouvelle trilogie ou dans les nouveaux films, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc de genre autour de Star Wars qui est assez intéressant, parce que c'est vraiment considéré, bien sûr que c'est vraiment considéré comme un truc de mec, les filles qui aimaient ça, il y en avait, en fait, je pense plus que ce qu'on pense, mais en fait, c'était pas très. Je pense que moi j'ai plus de potes meufs qui aiment Star Wars que de potes. Exactement. Quand t'es enfant, tu te dis pas trop. Non, mais en tout cas, il y avait un truc où c'était pas forcément très bien vu, et par ailleurs, moi je trouve que c'est un film, une saga qui est intéressante pour ce qu'elle propose justement dans les personnages féminins, parce que en fait, il y en a que un qui passe un peu un test, et qui est le plus stylé. Voilà, qui est le personnage de Leia, mais qui a quand même je pense, et qui est le plus vieux personnage féminin du coup de la saga, bien sûr, et qui est vraiment un personnage inspiré du féminisme en fait de base, donc qui est assez intéressant. Et donc voilà, je pense que c'est aussi un truc autour de ces questions-là qui est intéressant de par l'histoire en fait de la saga, et que je me demande comment ils vont traiter ça en fait aujourd'hui, quoi. Mais de manière générale, arrêter de traiter toujours les mêmes questions et voir un Star Wars qui s'intéresse peut-être un peu plus à ce qui se passe aujourd'hui et qui se renouvelle. On espère, mais je suis pas sûre qu'avec le rachat Disney soit quelque chose qu'on voit un jour. Mais écoute, on peut lancer une petite pièce et espérer. On va maintenant parler
parler d'un remake d'un film culte. C'est Bullet Train Explosion de Shinji Higuchi. 新幹線は様々なお客様が乗車されます。同じ新幹線で同じ方向に向かっている。でも駅に着けば他人同士。その背中を見送る寂しさってなんかいいじゃないですか。Bullet Train Explosion est le remake de Bullet Train, un film de 75. C'est la suite. C'est la suite et le remake. C'est la suite et le en même remake. temps. Oui. C'est un truc japonais, ne faites pas ça chez vous. Que dire, voilà. Réservez ça aux professionnels. Disons que le Shinkansen est un train à grande vitesse qui traverse le Japon, qu'il y a un terroriste qui a placé une bombe dans ce train, bombe qui fera exploser le train si le train passe en dessous de 100 km/h. Et c'est là qu'on se rend compte que Speed, le film avec Keanu Reeves, n'a rien inventé. Et j'avoue, je savais pas que c'était un film japonais de 75 qui avait pris ce concept-là. Quoi, mais bon. Et est-ce que du coup, Bullet Train qui est sorti il y a pas longtemps. Bullet Train Explosion. Rien à voir. Non, l'autre Bullet Train, rien à voir. C'est ok, parce que il y a aussi un train et. Mais c'est juste que ça s'appelle le Shinkansen, c'est le Bullet Train, ça veut dire la même chose. Un Bullet Train, ça veut dire train à grande vitesse en anglais, et Shinkansen, c'est la version japonaise. C'est juste que ça se passe à bord d'un Shinkansen. Ouais. Bon, Yuri, c'est pour toi ce Bullet Train Explosion ? Bah, moi j'ai vu le titre, j'ai dit ça a l'air d'être un chef-d'œuvre. J'ai vu le réal qui avait réalisé Shin Godzilla. Tout était là pour me plaire et je trouve que le concept même de dire on va prendre un train à grande vitesse et il va devoir circuler à une pas très grande vitesse mais en même temps à une assez grande vitesse pour pas exploser en vol. Voilà, il y a un bon concept, c'est très bien. Bon, alors le film, qu'est-ce qu'il vaut ? C'est un film donc produit par Netflix et produit donc au Japon. Moi, ce film me réjouit à plusieurs égards. Déjà, je trouve que ça met encore une fois en lumière une espèce de génération de cinéastes japonais qui sont pas les cinéastes de festival qu'on voit qui font des films de 3 heures, c'est plutôt les faiseurs en fait, les mecs qui font des... Non mais voilà, je troll. Bah oui, tu veux pas être plus catégorique encore. Koreeda, il arrive à... T'as l'impression que ça dure plus de 3 heures en fait. Il y en a 40. Mais non, mais dans le sens où il y a... Bullet Train au cinéma, c'est vrai. Il y a toute une industrie du cinéma au Japon qui en fait produit comme ça des blockbusters à la chaîne, dont fait partie Shinji Higuchi et dont fait également partie, je me souviens plus du nom du réalisateur, le réalisateur de Godzilla Minus One, enfin des gens qui ont une maîtrise des effets spéciaux, une maîtrise de l'artisanat et en fait qui sont très intelligents dans la manière dont ils vont justement maîtriser l'action, maîtriser l'espace, maîtriser tout ça. Alors c'est pas un film où tu sors waouh, c'est du Spielberg, mais Takashi Yamakasi, voilà. Et du coup, je trouve que ces films qui nous arrivent de plus en plus mettent en lumière, je trouve, un savoir-faire très particulier qui est de faire des films à grand spectacle, assez bien tenus et techniquement très propres, fait pour des budgets dérisoires par rapport à ce que le film coûterait à Hollywood, à savoir 10 fois moins. Aussi parce que c'est les pas... Japonais sont sous-payés et qui voilà, travaillent les Japonais, voilà. J'ai pas, moi je n'ouvre pas la boîte. Je veux pas savoir ce qu'il y a derrière. Je regarde juste c'est les pas films. que Chez Hamaguchi, ils sont aussi sous-payés, tu vois. En réalité, c'est presque un autre sujet, c'est presque un truc culturel des Japonais qui ont du mal à accepter que d'autres gens que les Japonais puissent regarder des trucs japonais. Et donc en fait, ils ne se concentrent que sur leur marché intérieur. Et donc ils sont capables de faire des blockbusters pour leur propre marché intérieur avec les limites financières que ça implique. Moi, je trouve ça en tout cas très intéressant de voir que ces films-là nous arrivent et qu'ils ouvrent peut-être aussi la voie à peut-être une réflexion autour de la manière dont on conçoit des films de divertissement à grand spectacle. Voilà. Le film en question, en fait, je trouve qu'il y a une heure incroyable et une heure vraiment claquée au sol. C'est-à-dire que le film c'est la commence. Première qui est incroyable. En fait, le film commence et déjà, t'as un truc tellement full. En fait, moi, ce que je trouve extrêmement satisfaisant, c'est le premier degré du truc, quoi. C'est-à-dire que vraiment. 1000% premier degré. C'est-à-dire que vraiment, t'as la conductrice du train, elle fait genre, tac, 120 km/h, ok, tac, j'ai mis. Elle est tellement prom dog. C'est même du Shin degré. C'est au bord du minus one degré. Et c'est vraiment génialement premier degré. Et du coup, moi, je prends mon pied parce que. En fait, je suis vraiment là pour ça. Il n'y a pas vraiment de propos autres que c'est un train qui va péter, même s'il y a un petit propos politique. Pas débile du tout. Hein. Pas débile du assez tout. Intéressant. Sur la dérégulation de l'industrie du tourisme au Japon et la raison pour laquelle c'est pour ça que le train explose. Et la mise en concurrence de la SNCF. Et là où c'est aussi assez. Enfin, moi, où ça m'a fait hurler de rire, c'est que c'est à la fois un remake parce que c'est un film qui reprend le même concept et les mêmes péripéties plus grosso modo que le film de 75 et une suite. Donc c'est-à-dire qu'à un moment les personnages adressent de manière tellement japonais. Mais tellement genre et en plus encore une fois sans se
poser de questions sans prendre de gants, ou nous, enfin, le cinéma hollywoodien serait en train de te dire, mais ouais, comment on justifie ça? Là, c'est genre, ça a clairement à voir avec cette affaire du Shinkansen 109 en 1975. La seule différence, c'est le montant de la rançon. Hop, c'est réglé, merci, on passe à la suite. Et la vitesse du train, parce que la version 75, il peut pas passer en dessous de 80 km/h. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a plein de trucs comme ça qui m'ont fait vraiment plaisir. Hurler de rire, je trouve qu'il y a des... Mais hurler de rire au sens très propre du terme, vraiment sans aucun second degré. Et je trouve qu'il y a des séquences où ils vont faire circuler deux Shinkansen côte à côte, l'un derrière l'autre, en fait, qui sont des séquences d'action, de tension, mais admirablement bien gérées. Là où ça commence un peu à se péter la gueule, c'est quand on découvre l'identité du terroriste. Où je suis désolé, mais genre, moi j'y repense et vraiment en fait, ça n'a aucun sens. Là, c'est du, comme dirait le président de la Confédération helvétique, c'est du mot fait rire. Et du coup, c'est vraiment un rire aux dépens du film où vraiment je ne comprends pas le sens de ce truc, ou voilà, spoiler alert plus tard, mais allez-y. Enfin, j'ai essayé de pas spoiler. Le vrai problème du film, c'est que ça dure 2h17, quoi. Ouais, en fait, il y a un moment où ça va plus rien dire. C'est-à-dire que tu sens que, en fait, oui, ils veulent faire un film catastrophe sur un train, et en fait, il y a plein d'idées qui sont super. Mais il aurait pu s'arrêter au bout de l'heure 20 du début. Oui, voilà, c'est honnête, c'est bien réalisé, c'est marrant. Moi, je trouve qu'en fait, le sous-texte derrière est intéressant, derrière autour du twist, ce qui est déjà ça. Alors on peut dire qu'il y a quand même un rapport que je qualifierais de très japonais à la mort et au suicide et à l'honneur. Oui, et ça pour le coup, comme dans Godzilla Minus One, c'est vraiment excessivement japonais. C'est-à-dire que c'est un délire de enfin, je veux pas spoiler, mais c'est un truc où en fait les gens ils ont tous à moitié envie de se suicider. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Genre ils sont là. Le réalisateur s'appelle Shinji. Oui, bah, ils ont du mal à, tu vois, genre, justifier leur propre existence. Enfin, c'est ça. Tu sens qu'ils ont des univers psychiques très compliqués. Mais je trouve que non, ce que le film dénonce de manière assez crue, enfin, un peu à l'arrache quand même de la société japonaise et assez réelle, de cette hypocrisie, de ces gens qui font tout en façade où ça a l'air d'aller très bien alors qu'en réalité ça va pas. Et donc, en fait, le film finalement traite de ça et parle de ça. Et c'est honnête, c'est juste que honnêtement, c'est pas super bien branlé. Il y a des moments où ça se répète un peu, où on s'ennuie un peu, mais je trouve que en effet, c'est pour un film à petit budget, réussir à faire un film, enfin à petit budget, je pense qu'il y a quand même un peu d'argent, mais puis c'est un film Netflix, donc de toute façon, je sais pas si c'est pas sorti au cinéma, remarque. Je sais pas. Ouais. Mais il me semble qu'il est sorti au cinéma au Japon, qu'il a été racheté par Netflix, mais je vais. Mais en tout cas, il y a une vraie matérialité de. Tu vois, il y a des effets spéciaux, un truc visuel qui est vraiment solide. En fait, c'est juste que il y a pas de gros défauts de scénario dans l'absolu, c'est juste que ça traîne en longueur. Si on peut spoiler, là, vous pouvez faire encore une fois avance rapide, mais la terroriste, c'est une gamine de 14 ans. Elle a, je pense, plus 16, mais je suis d'accord. Mais elle a posé des bombes sur 2 trains et demi, et elle les fait péter avec une application sur son téléphone connecté à un pacemaker qui est relié à son cœur. C'est quand même très compliqué. Beaucoup de gens font des blagues sur cette histoire de pacemaker. Et globalement, elle fait ça pour se suicider. Oui, elle fait ça pour se suicider parce qu'elle demande à l'équipage de la tuer et que le seul moyen de désamorcer les bombes, c'est de la tuer et de la jeter du train. C'est un truc. C'est le suicide par la guillotine. Hein. C'est un sujet assez intéressant. C'est pas très clair si c'est un film. J'ai l'impression que c'est un original Netflix, mais ce sera à vérifier. Si vous avez l'info, toujours est-il que c'est un film qui est amusant. C'est vraiment une série B, un peu Netflix, un peu genre des TV à la con. Ça reste un truc de niche rigolo, hein, mais c'est pas bon, voilà. Et c'est un peu longuet pour vraiment justifier absolument les gens de pousser à regarder ça. Après, une soirée entre potes, voilà, un peu en picolant, tu vois, en voulant regarder une connerie, c'est fun, tu vois. Et je pense que ça n'a pas beaucoup plus de prétention que ça, donc tant mieux. Et ben écoute, très bien, on vous recommande pour une soirée entre potes et peut-être aussi de découvrir la version originale de Bullet Train et de la regarder la suite, puisque c'était à la fois une suite et un remake. On enchaîne avec les recos de la perche. Perdons pas de temps à Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy ? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et Yori, cette semaine, tu as été voir, enfin plutôt tu as vu chez toi un autre film Netflix, Ravage. Oui, lui aussi avec un titre tout à fait délicat. Non mais on est que dans la bagarre cette semaine. C'est vraiment, c'est Tom Hardy. Alors c'est réalisé par Gareth Evans, qui est le réalisateur derrière The Raid 1 et 2, qui sont 2 films de baston tout à fait admirables. Le 1 surtout. Moi je préfère le 2. Tu me déprimes. Ouais. Félix, tu préfères lequel ? J'ai pas vu le 2. Ah, mais le 1 est trop. J'aime beaucoup le 1, ouais. Bon bref, en tout cas c'est baston, bagarre, boum boum, et en l'occurrence c'est Tom Hardy qui joue un flic torturé par la vie, qui va du coup devoir se retrouver dans une espèce d'affaire, de règlement de compte entre des triades chinoises dans une ville américaine non identifiée.
c'est complètement con, c'est-à-dire que c'est vraiment, mais alors complètement con, et à la différence de Bullet Train Explosion, ça se prend beaucoup trop au sérieux, alors que c'est complètement débile. Moi, j'avoue avoir pris un certain plaisir à certaines séquences d'action. Je trouve qu'il y a une course-poursuite au début que je trouve, en fait, comme c'est la première et que tu sais pas encore que le film va être super premier degré, et en fait morose, sérieux, oh là là, j'ai des problèmes de famille, ouin, enfin il y a vraiment un truc où Tom Hardy, sa carrière, c'est terrible. Ouais, et au bout d'un moment, alors on parlera le 30 mai d'une série dans laquelle il joue, dans laquelle il est génial, mais en tout cas là, en tout cas en l'occurrence, c'est vraiment le Tom Hardy Cinematic Universe. On a l'impression que c'est un spin-off un peu de Venom, et en fait au bout d'un moment, quand les scènes d'action sont tellement débiles, tellement over the top, et que le scénario se prétend tellement sérieux, moi il y a un truc qui fonctionne pas, qui clique pas, je trouve qu'on me prend un peu trop pour un neuneu, et du coup ça finit par me lasser, même si j'étais plutôt partant. Et surtout que The Raid, ça sort en 2011 et c'est assez révolutionnaire dans son approche du cinéma d'action. Et en fait, depuis, il y a eu tous les David Leitch et autres cascadeurs qui ont fait des films à Hollywood qui, en fait, je trouve, ont une approche de la chorégraphie qui est très similaire. C'est révolutionnaire en Occident, les gars. Hein. Non, mais enfin, je veux dire, oui, ok, très bien, dans notre marché européen. Mais donc, du coup, effectivement, je trouve que genre, il y a aussi ça, c'est-à-dire que d'un coup, ça devient une espèce d'actionneur un peu à la con que Netflix pourrait faire, alors que je pense que le mec a beaucoup plus de talent. Juste, il a suivi la veine numérique, on va dire, de tous les autres cascadeurs à Hollywood qui font des films d'action maintenant, quoi. On vous encourage peut-être plus à découvrir The Raid, du coup. Et j'ai vu un autre film. Mais je sais, je vais te lancer. Attends, on est professionnels ici. J'allais même dire que ça bouclait quelque part la boucle parce qu'on a parlé de Marvel. Et tu as été voir une Marvelerie. J'ai vu Thunderbolt. Et, oui, et tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que je me tiens au courant de ce que produit un peu le cinéma. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, mais je m'interroge sur ton agenda, mais... Écoute les séances de 9h du matin au Hall, dans les salles qui puent. T'as donné de l'argent pour Marvel. Oui, en fait, je peux aussi ne pas parler du film. Mais si, dis-nous. En fait, c'est mieux. Thunderbolt avec une astérix d'ailleurs. Oui, alors, il s'est expliqué à la fin. Voilà, c'est une pause générique. En fait, pendant 1 heure, c'est pas mal. Ah. Et à la différence de plein de Marvel, ça se passe dans 2 décors. C'est-à-dire que le film, il y a 2 décors. 1 heure dans un décor, 1 heure dans le deuxième, c'est assez équitable. Et... Laurent baille. Pardon, très bruyamment. Désolé. Hein. Et il y a globalement plein de bonnes idées qui sont... pas timé. Il y a plein de bonnes idées qui sont instillées dans la première partie, qui se pètent un peu la gueule dans la deuxième. Je trouve que le film n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il promet. Et surtout, encore une fois, comme c'est un épisode de série au milieu de plein d'autres, en fait, il est obligé de faire un cahier des charges à la fin qui, moi, me gonfle. Et surtout, si t'as pas vu toutes les séries, machin, etc., je pense que tu ne sais pas qui sont les personnages. Et moi, c'est un peu mon cas, donc je ne sais pas qui étaient les gens à l'écran. Il n'empêche que c'est moins horrible que la Marvelerie de base. C'est beaucoup moins honteux. Il y a un scénario, il y a une vraie histoire, il y a des personnages. On n'est pas que là pour faire le lien entre la saison 1 et la saison 7 de je ne sais quel autre spin-off. Voilà, c'est pas mal. C'est honnête, en tout cas. C'est plus honnête que la moyenne. Est-ce que Florence Pugh est crédible? Si tu veux dire qu'elle a accent comme ça, oui, pourquoi pas, oui. Et parce qu'elle joue la sœur, c'est ça de Black Widow. Enfin, après, c'est un bordel. Mais Black Widow, elle a aussi un accent comme ça? Non. Enfin, si, mais elle le perd à un moment. Elle le perd, d'accord, très bien. Tout ça n'a plus aucun sens. Et c'est l'heure de la carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Tu peux nous la chanter, Elisabeth? Certainement pas. Si vous êtes né comme moi dans les années 90, vous aurez reconnu les premières notes du générique de Code Lyoko. Oui, parce que j'ai décidé de vous parler de ce dessin animé diffusé au cours des années 2000 sur France 3 et Canal J, et qui, à mes yeux, reste non seulement le meilleur animé français, peut-être le seul capable de rivaliser sans rougir avec les shonen japonais, mais aussi, je dis ça très sérieusement, l'une des meilleures séries françaises tout court. Encore aujourd'hui, Code Lyoko occupe une place à part dans mon imaginaire. Aussi, j'ai voulu comprendre pourquoi, et c'est là que j'ai réalisé à quel point cette série est une anomalie dans le paysage audiovisuel français, un ovni, parce que ses créateurs ont eu le courage de faire tout le contraire de ce qu'on attendait et de ce qu'on attend encore aujourd'hui d'un programme jeunesse. Alors, petit rappel pour les nostalgiques à la mémoire floue et les malchanceux qui n'ont pas eu la chance de grandir devant. Code Lyoko, c'est l'histoire de 4 collégiens du lycée Cadic, oui, comme Philippe Cadic. Il y a 3 garçons en classe de 4e, le geek Jérémy, le sportif timide Ulrich et le survolté Odd, évidemment mon préféré, et une fille d'1 an de plus, élève en 3e, Yumi, qui est en apparence taiseuse et sarcastique. Dans le premier épisode,
épisode, Jérémy découvre un supercalculateur, comprenez un très gros ordinateur branché à des scanners à taille humaine dans une usine désaffectée. À l'intérieur de ce supercalculateur se cache un monde virtuel, Lyoko, qui ressemble à un jeu vidéo avec des territoires à explorer et des créatures à combattre, et dans lequel habite le 5e personnage principal de la série, Aelita, une figure humanoïde virtuelle dont Jérémy va tomber amoureux. Mais en activant l'ordinateur ce jour-là, Jérémy réveille du même coup Xana, une intelligence artificielle malveillante, qui va se mettre à attaquer le monde réel en utilisant Lyoko comme interface. Chaque épisode suit peu ou prou le même schéma, Xana lance une attaque, donc par exemple, et c'est un peu bullet train, il manipule les aiguillages d'un train transportant des produits toxiques, il provoque une panne informatique mondiale, il crée une musique addictive qui plonge ceux qui l'écoutent dans le coma. Bref, le monde sombre dans le chaos, et pour contrer Xana, Jérémy doit virtualiser ses amis pour qu'ils rejoignent Lyoko en devenant des personnages de jeux vidéo. Sur Lyoko, les héros escortent, sauf Jérémy qui du coup reste dans le monde réel, escortent Aelita en combattant les créatures pour permettre à la jeune fille d'aller entrer le code Lyoko qui neutralise l'attaque. Et là, Jérémy rentre un dernier programme qui déclenche un retour vers le passé, qui renvoie les héros quelques heures avant l'attaque de façon à ce qu'ils soient les seuls à s'en souvenir. Mais ce qui fait la tension dramatique de la série, c'est qu'éteindre Lyoko pour détruire Xana reviendrait aussi à tuer Aelita. Les héros, et donc particulièrement Jérémy, vont alors décider de garder Lyoko secret, le temps de trouver un moyen de matérialiser Aelita dans le monde réel. Il y a plein de choses à dire sur le succès, sur la série de manière générale, le succès colossal qu'elle a eu. Elle a parfois réuni jusqu'à 40% de la part d'audience à une époque où les séries jeunesse françaises peinaient à exister face à la concurrence étrangère. Elle s'est extrêmement bien exportée, avec vraiment beaucoup de réussite dans plein de pays. On pourrait parler de ses déclinaisons en jeux vidéo, en cartes Panini, en romans, en vêtements, en cartable. On pourrait parler de son mélange de 2D pour le monde réel et 3D pour Lyoko. Et on pourrait parler de personnages qui sont tous assez touchants et assez modernes. Notamment, il y a un héros, Guy, qui combat jamais. Et on pourrait aussi parler de la taille disproportionnée des fronts des personnages. Mais j'ai choisi de me concentrer sur 3 points sur lesquels Code Lyoko a été à contre-courant et qui, selon moi, ont fait toute la différence. Premièrement, pour des contraintes de diffusion et d'exportation, les scénaristes se sont vus contraints de faire de Code Lyoko ce qu'on appelle une série procédurale, c'est-à-dire une histoire bouclée par épisode. L'intérêt, que les chaînes puissent diffuser la série dans n'importe quel ordre et que les spectateurs puissent la prendre en cours de route sans problème de continuité. La consigne a été respectée en saison 1, mais dès la saison 2, les attaques de Xana deviennent moins variées, voire un peu répétitives, et surtout assez secondaires. Ce qui intéresse désormais les auteurs, c'est la mythologie de Lyoko, son origine, l'exploration de ses territoires et les raisons pour lesquelles Aelita y est piégée. La série glisse alors doucement vers ce qu'on appelle une narration feuilletonnante, c'est-à-dire non circonscrite à un seul épisode. Cette narration demande aux enfants une application suivie, plus exigeante, car à partir de là, il faut regarder les épisodes dans l'ordre si on va voir et pouvoir apprécier la richesse et la complexité de la série. Deuxièmement, il y a le ton de Code Lyoko que ses créateurs, là aussi, ont bataillé pour imposer. Même si la série emprunte au ressort classique du teen movie avec l'amitié amoureuse d'Ulrich et Yumi, l'amour impossible de Jérémy et Aelita ou encore la colocation d'Odd et Ulrich en pensionnat, le ton est plus sombre que dans des séries jeunesse classiques, voire parfois carrément anxiogène. Il y a ce petit côté Monster of the Week que n'aurait pas renié X-Files et des menaces assez terrifiantes qui font appel à des angoisses existentielles, comme être effacé de la réalité si on tombe dans la mer numérique de Lyoko. À ce compte-là, l'épisode Canal Fantôme me revient particulièrement en mémoire avec son concept de Matrix pour enfants. Xana piège les héros, à l'exception de Jérémy, dans une réplique virtuelle du monde réel. C'est un traumatisme générationnel, cet épisode. Mais plus que sa sérialité et son ton, ce qui fait de Code Lyoko une série jeunesse vraiment à part, c'est Xana, son méchant sans visage. On est au début des années 2000 et l'antagoniste est une intelligence artificielle qui ne parle pas, qui n'a pas de corps et qui n'existe qu'à travers ses actions. C'est bien sûr ce qui le rend absolument terrifiant, parce qu'on peut ni le comprendre ni l'appréhender, et pourtant Xana donne l'impression d'être omniscient, et presque omnipotent dans un monde de plus en plus électronique et digital. Imaginez ce que ça deviendrait aujourd'hui. On dit souvent qu'une histoire n'est jamais aussi bonne que son méchant, et le vrai coup de génie des créateurs de Code Lyoko, c'est non seulement d'avoir imaginé Xana, mais peut-être encore plus d'avoir tenu tête et bon face aux producteurs et diffuseurs qui, en refusant, les auteurs ont refusé catégoriquement et jusqu'au bout de personnifier Xana. Donc Xana est resté un concept, une idée, un logo, une sorte de HAL 9000 muet, sans histoire ni discours sur le monde. Il prendra forme que dans un seul épisode, Canal Fantôme justement, où il adoptera les traits de Jérémy pour duper ses amis, leur faire croire qu'ils sont dans le monde réel pour les garder prisonniers du monde virtuel. Un choix franchement audacieux là encore pour une série jeunesse de faire incarner le mal à l'état pur par le héros lui-même. En revoyant Code Lyoko, on mesure à quel point la série était visionnaire, mais aussi combien, pour les raisons que je viens d'évoquer, elle tranchait avec l'approche classique des programmes jeunesse, souvent poussés pour être très éducatifs, rassurants. À l'inverse, Code Lyoko n'hésite pas à interroger, voire bousculer ses jeunes spectateurs en sollicitant leur esprit critique, parce que, et j'ai réalisé ça en regardant la série, en choisissant de garder Lyoko active pour sauver Aelita, les héros deviennent quelque part les complices de leurs propres ennemis, un peu comme, je sais pas, peut-être qu'on alimente aujourd'hui une intelligence artificielle qui, les plus pessimistes diront qu'elle finira par nous
dépassé. Je termine par une bonne nouvelle, c'est que la série a eu la chance de bénéficier d'une vraie fin au terme de sa 4e saison, avec un dénouement vraiment très beau, donc on peut la regarder en entier. Et je signale qu'elle est dispo sur Netflix, mais je vous mets néanmoins en garde, elle y est diffusée dans un format recadré, transformé du 4/3 au 16/9 pour correspondre à la norme actuelle des équipements domestiques, ce qui rogne le haut et le bas de l'image. Résultat, certains éléments disparaissent du cadre et parfois on coupe carrément un morceau de la tête des héros. Alors oui, je sais qu'ils ont des grands fronts, mais ça reste un scandale. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine en public. Le 7 mai, il faut que j'arrive à le dire, le 7 mai à l'entrepôt à 20h pour parler de Cronenberg. Bonne semaine.